à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième émission d'À travers Champs, toujours en direct du Salon international de l'agriculture de Paris. Aujourd'hui, je suis accompagné à nouveau d'Hugo Franceschi. Hugo, bonjour. Bonjour Dimitri. Et sur le studio du siècle vert, nous aurons plusieurs animaux, tous plus mignons les uns que les autres, qui vont venir. On aura également des producteurs qui viendront vous ouvrir l'appétit peu avant l'heure du déjeuner. Mais surtout, à partir de 11h, en deuxième partie d'émission, nous recevrons des invités politiques. Et aujourd'hui, Yanis Darras, Lucas Pierre et moi-même recevons Gérard Filoche. Gérard Filoche, tout à fait, qui est cofondateur de SOS Racisme et aussi président de son mouvement politique, la gauche démocratique et sociale. Alors avec lui, on abordera plusieurs sujets d'actualité et notamment la venue hier d'Emmanuel Macron sur le Salon de l'Agriculture. Une visite traditionnelle du président de la République. À travers Champs, tous les jours, on aborde deux régions de la France. Et aujourd'hui, c'est Bourgogne-Franche-Comté et la Bretagne qui sont à l'honneur. Antoine Lhermitte, Fafi Mohamed et Kevin Léritier vous présenteront les différentes régions et des produits de ces régions justement. On retrouvera également Alban Gamet de Saint-Germain-en-Duplex qui se promènera dans le salon et qui vous fera visiter ce salon de l'agriculture et proposera quelques produits également. Il va essayer de nous en ramener cette fois-ci, pas comme hier. Oui, également, parce qu'on n'a rien eu. Voilà, on n'a rien eu. Également dans le salon de l'agriculture, c'est le salon international, donc il y a d'autres pays. Et aujourd'hui, on met l'Italie à l'honneur et on recevra également un producteur avec Manon Blangis et Arnaud Joly. Et dans ces produits, il y a de l'alcool, donc à consommer avec modération évidemment. Tout à fait, mais il y a aussi des truffes quand même, parce qu'on aime aussi un petit peu les goûts de luxe ici, forcément. Exactement, donc vous avez compris le programme de ces 2 prochaines heures. On va pouvoir commencer, Hugo. Oh oui. On va pouvoir commencer à travers Champs, c'est pour 2 heures et ça commence maintenant. Et comme tous les jours, on retrouve Kevin Léritier pour nous dresser le bilan de la veille. Qu'est-ce qui s'est passé au Salon de l'Agriculture? Et donc hier, 23 février, 56e édition du Salon de l'Agriculture qui a commencé. Kevin Léritier, comment s'est passé ce démarrage? Un très bon démarrage pour le Salon de l'Agriculture. Les visiteurs étaient nombreux hier pour l'ouverture. Beaucoup de ces visiteurs sont allés découvrir Imminence, la très belle vache égérie de cette édition 2019. Son propriétaire en était ravi. Puis les autres stands ont très vite été pris d'assaut, notamment au Hall 3 où sont réunis l'ensemble des régions. Un hall donc très gastronomique. Pour les plus curieux des visiteurs, les premières conférences ont eu lieu hier, samedi. L'avenir de l'agriculture était évidemment au cœur des débats. Mais tout n'est pas rose au Salon de l'Agriculture. Vous savez, il y a quelques étapes à passer. Comme chaque année, il a fallu passer l'épreuve de la file d'attente, terrible pour certains visiteurs. Mais ce n'est rien comparé au Hall 3. Dans ce hall se trouve l'ensemble des régions, mais aussi l'ensemble des visiteurs qui viennent déguster l'ensemble des produits de nos belles régions. C'est aussi cela, le Salon de l'Agriculture. Ouais, et forcément, à l'heure du déjeuner, ça devient compliqué. La journée a été aussi marquée par la venue du président Emmanuel Macron hier, justement. En effet, le président de la République, Emmanuel Macron, était présent au Salon de l'Agriculture samedi dès 8h30. Dans un discours d'1 heure, le président de la République a présenté sa vision de la politique agricole européenne qui devra, selon lui, défendre la souveraineté alimentaire de l'Europe. Concernant les problématiques un peu plus franco-françaises, Emmanuel Macron a abordé le sujet du glyphosate. Puissant désherbant considéré comme cancérogène probable, on ne laissera aucun agriculteur sans solution, car sinon c'est une impasse, a-t-il ajouté. Le chef de l'État a ensuite estimé qu'une part significative de la politique agricole commune, la PAC, devrait être consacrée à l'environnement. En passant 14 heures au salon, Emmanuel Macron a dépassé son record qui a été fait l'an passé. On verra ce qu'en pensent les agriculteurs plus tard. Voilà une journée d'inauguration qui présage une belle édition pour ce 56e Salon de l'Agriculture. Une très belle édition qui vient donc de commencer. On en est qu'au 2e jour et ce n'est que le début. Merci beaucoup Kevin Léritier. On vous retrouve au cours de l'émission pour présenter les régions qui arrivent. On vous a dit Bourgogne-Franche-Comté et Bretagne. Et on retrouve l'ami des bêtes, Antoine Lhermitte. Bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour. Et vous êtes venu accompagné aujourd'hui. Oui, je ne suis pas tout seul parce que je suis ce matin avec Fabrice Calmès qui est le président du LOF, le livre officiel des origines félines, et avec Elisabeth Bertrand qui est ici la propriétaire, entre autres, de Jack qu'on a ici ce matin, Jack, qui est un des nombreux chats qui est présent ici au Salon de l'Agriculture, qui est un chat étoilé. Oh, étoilé. Si et on parle pas de cuisine, Hugo. Oui, mais je me doute voilà. quand même. C'est l'occasion de parler notamment de concours avec vous, des concours félins. On l'oublie parfois, mais le Salon de l'Agriculture, c'est pas forcément que les vaches, les cochons, c'est aussi les chiens et les chats. Il y a de nombreux concours canins et félins, et c'est notamment le LOF qui en gère une partie aujourd'hui. Et sur quel pavillon on peut retrouver ces concours et d'ailleurs tous ces chats et ces chiens?
Alors nous sommes au pavillon 7, nous présentons chaque jour des races différentes, nous présentons 38 races sur la période, sur les 9 jours. Hier nous avons eu un concours avec les Sacrés de Birmanie et les Chartreux qui sont les races françaises par excellence. L'année dernière, c'est un Chartreux qui a remporté la compétition l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Alors le Chartreux Ivana qui a remporté, une très très jolie Chartreuse, une femelle qui a remporté l'année dernière le titre du meilleur chat du CGA, de notre premier CGA d'ailleurs en ce qui concerne le LOF, était à nouveau présente cette année. Elle a remis son titre en jeu. Hier, elle s'est fait malheureusement battre, mais heureusement par un chat de la même chatterie, donc de la même éleveuse. Et alors justement, quand on parle des concours félins, comment ça se passe un concours félin aujourd'hui au Salon international de l'agriculture ? Alors, nos concours félins sur le salon au CGA sont différents des concours sur lesquels nous nous retrouvons pratiquement tous les week-ends, à savoir que c'est un concours qui est basé sur d'autres critères. Nous sommes là sur un concours de reproducteurs, c'est-à-dire que les chats qui sont là en concours ont non seulement prouvé qu'ils sont beaux, mais aussi ont prouvé qu'ils sont sains, à savoir que nous avons des tests qui tracent à la fois leur immunité contre toute maladie, tout virus. On a toute une série de réponses qui sont apportées par les éleveurs. On a notamment l'ADN de ces chats, ce qui nous permet, lorsqu'on nous présente des descendances de ces chats, de pouvoir vérifier qu'elle est authentique. Mais du coup, je suppose qu'ils ont quand même une alimentation particulière quand même à avoir. Alors, l'alimentation... Il a l'air de bien manger quand même. Alors, là, nous avons Jack est un British bleu. Le British est un chat. C'est un chat qui est costaud, qui est compact. Il est tout à fait dans le standard. J'ai entendu dire dans le salon, il est grand. Non, c'est la taille d'un beau British mâle. Alors, Jack a 5 ans maintenant. Jack a déjà concouru l'année dernière. Il s'est très très bien classé l'année dernière. Donc on espère, là il va concourir tout à l'heure, donc il est en train de se préparer. Son éleveuse, Madame Bertrand, est extrêmement stressée. Mais je la rassure, Jack a des chances de pouvoir... L'année dernière il a été meilleur British. Donc on va voir cette année quel va être son score. Voilà, il va passer devant nos 3 jurys, donc 2 juges plus un zootechnicien tout à l'heure. Alors justement, Elisabeth, comment on se prépare et comment on prépare Jack ici à un concours comme ça ? Alors c'est très difficile parce que le British est quand même un chat assez cool. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait même du mal de l'asseoir sur la table. Vous n'avez pas envie de s'asseoir ? Non, il faisait que dormir. Il faisait sa vie, du coup, de son côté. Il n'y a pas vraiment de moment. Enfin, disons que c'est un chat où il y a beaucoup moins de toilettage qu'un longueur, qu'un poil long. Donc, un petit coup de brosse, voilà, on regarde les oreilles, un peu les yeux, et puis c'est tout, quoi. Effectivement, je reprends ce que dit Madame Bertrand. On a la chance d'avoir sur ce CGA, non seulement, je le disais, des chats qui sont beaux, des chats qui sont sains, mais aussi des chats sur lesquels on a travaillé le comportement. Ils sont familiarisés. C'est tout un travail, et ça aussi, c'est les éleveurs qui font ce travail, qui est différent de ce qui se passait il y a quelques années. Il y a vraiment une familiarisation de l'animal afin que les nouveaux adoptants aient vraiment des sujets qui répondent à leurs attentes. Alors moi j'ai juste une question à vous poser sur le LOF, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, le livre officiel des origines félines. C'est vous aujourd'hui qui donnez tout ce qui considère les chats de race en termes de, non pas d'accréditation, mais de validation des chats de race aujourd'hui. Comment ça se passe ? Absolument, le LOF, comme vous le dites, le livre officiel des origines félines, est le seul organisme aujourd'hui en France habilité à délivrer des pédigrés et aussi donc l'appellation chat de race. Tout autre document ne délivre aucune appellation chat de race, ce sont des chats d'apparence. Donc il faut bien maintenant comprendre que lorsque l'on veut un chat de race, il faut s'adresser au LOF, il faut s'adresser à nos clubs de race. Nous avons une 60aine de clubs de race. Il faut choisir son chat, il faut venir vers nous, il faut nous écouter. Il faut chaque chat a son public. Là, effectivement, on a un tempérament de chat un nounours. Et puis, si on veut, voilà. On l'appelle l'ourson. Voilà. Si on veut un chat un petit peu plus vivant, on va aller vers un abyssin, on va aller vers un corniche, vers un siamois, un chat qui parlera un peu plus. Enfin voilà, suivant son tempérament, suivant son goût, on va pouvoir trouver le chat qui convient. Vous en donnez combien des pédigrés chaque année ? Alors, l'an passé, 42 000 pédigrés émis au LOF, nous sommes grosso modo, alors on va dire, chaque année à 2-3% d'augmentation au niveau de nos pédigrés. Merci beaucoup. Merci à vous, merci Antoine Lermite pour cette présentation donc de Jack. Merci à vous d'être venu sur le plateau donc, du studio du Siècle Vert.
On vous souhaite bon courage du coup et bonne chance pour le concours. Ben, merci. Et il y a qu'un seul concours du coup pour aujourd'hui pour Jack, ou il y a aussi d'autres concours qui sont prévus dans le salon pour lui? Jack concourt aujourd'hui contre les British. Aujourd'hui sur le même hall, sur le hall 7, on a aussi les Scottish, les Highlands. Et chaque jour on aura d'autres. Voilà, les Selkirk aujourd'hui aussi. Et comme dit, chaque jour on aura une ou deux races différentes. Et sur l'ensemble du concours, on va avoir jusqu'à 30 races qui seront présentées au public. Mais en complément du CGA, donc des chats qui sont au concours, on a tous les jours une variété d'une dizaine de races qui permet aux gens de découvrir d'autres races que celles en concours le même jour. Et Jack, concours à quelle heure pour lui? Jack, il va concourir 16h. Donc il faut qu'il se prépare. Il va être vu par le jury avant de passer sur le grand ring. Donc ce sera un préjugement. Puis bon, on lui souhaite bonne chance. Bah, on lui souhaite bonne chance. J'ai confiance. Et ben on est confiant pour lui aussi. On vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance donc pour Jack et à vous pour ce concours général agricole. Donc pour Jack, merci Antoine Lermite pour cette présentation de votre deuxième animal. De retour sur le studio du Siècle Vert et on retrouve maintenant Kevin l'héritier. Rebonjour. Rebonjour. On va rester dans la politesse et chaque jour nous consacrons une émission. Donc il y a 2 régions de France et aujourd'hui nous partons à la découverte de la Bourgogne-Franche-Comté et vous nous en parlez, Kevin. Totalement. La région Bourgogne-Franche-Comté donc est issue de la fusion des 2 anciennes régions de Bourgogne et de Franche-Comté. Elle réunit 8 départements et pour information, la fusion s'est difficilement réalisée. Ainsi le gentilé change très peu. On est soit bourguignon, soit franc-comtois, mais pas les deux. Voilà, ou l'un ou l'autre. La Bourgogne-Franche-Comté est aussi le berceau de nombreuses personnalités. Totalement, commençons par l'un des plus grands poètes et écrivains français, Victor Hugo. Ce dernier est né à Besançon dans le Doubs, dans le département du Doubs, et on constate que l'histoire de la Franche-Comté, en particulier de Besançon, tient une grande place dans l'œuvre de Victor Hugo. Clairement, on peut comprendre que ça le berce. La région est aussi marquée par une architecture assez forte, notamment Vauban, et a fait de nombreuses fortifications. En effet, ingénieur du roi, Vauban établit à partir de 1668 le premier système de défense. Il est chargé par Louis XIV d'ailleurs de réorganiser la défense de la ville de Besançon. Et pour information, cette ville doit l'essentiel de son patrimoine militaire et son inscription au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO à Vauban. La région est très riche, d'ailleurs c'est à Belfort que le nom de Bartholdi résonne. Ce dernier a construit un immense lion de pierre posé le long de la citadelle de Belfort, une citadelle là encore construite par Vauban. Bartholdi est aussi, pour rappel, l'auteur de la célèbre statue de la liberté, dont le titre exact est « La liberté éclairant le monde ». Voilà, la région est aussi très riche en gastronomie et je suis sûr que les agriculteurs présents sur ce plateau, qu'ils viennent de Bourgogne ou de Franche-Comté, vont ensuite vous faire adorer cette région et vous donner l'eau à la bouche. Et clairement, on compte sur eux. Merci beaucoup Kevin l'héritier. On vous retrouve dans quelques instants pour la présentation, cette fois-ci, de la région Bretagne. Voilà. On vous le disait, tous les jours, à travers Champs se consacre sur 2 régions, Bourgogne-Franche-Comté et la Bretagne aujourd'hui, et également la présentation de produits de chaque région. Et on retrouve du coup Fafi Mohamed qui n'est pas venu seul aujourd'hui. Et non, bonjour, je suis là avec Dominique, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Donc Dominique est apicultrice. Voilà, elle produit du miel, comme vous pouvez le deviner. Et elle est venue aujourd'hui nous présenter ses produits phares. Donc voilà, le miel qu'elle fait. Donc c'est les ruchers du Morvan, c'est ça ? Oui. Vous êtes situé où exactement donc On est situé dans le Morvan, qui est au cœur de la Bourgogne, qui est la Bourgogne pauvre, dite pauvre. C'est une région de petits monts, petites montagnes. Le point culminant est à 900 mètres quand même. Et il n'y a que des bois et des cours d'eau et des lacs et c'est super, c'est très sauvage. Et excusez-moi, vous me le disiez tout à l'heure, vous avez commencé votre premier salon en 1992, c'est-à-dire il y a 25 ans. Oui. Quelle a été l'évolution du salon ? Vous avez commencé, vous aviez un tout petit stand, j'ai vu votre stand aujourd'hui qui est assez grand quand même. Alors vous avez commencé dans un petit 9 carrés. On a commencé dans un 9 mètres carrés avec une association de producteurs, donc nous étions 7 producteurs dans 9 mètres carrés. On avait 80 cm linéaires et il fallait passer sous la porte parce qu'il y avait un producteur qui était sur la porte. Donc c'était super, c'était très drôle. Ah oui, c'est une autre période, clairement. Oui, c'était très drôle, mais nous, ça nous a permis de nous faire une clientèle sur le salon et peu à peu, on est arrivé au bout de pas mal d'années à 9 mètres carrés tout seul et maintenant on a 18 mètres carrés, voilà, tout seul. Alors et dites-nous, pourquoi le miel ? Alors pourquoi le miel ? Nous avons 2 passions. Le miel et le morvan.
Alors, le grand-père, donc on est sur la propriété du grand-père de mon mari. Et mon mari a été élevé... Oui, c'est une affaire très familiale, c'est ça. A été élevé à cet endroit. Il est même né dans la maison. Donc, voilà. Et nous, notre but était de revenir vivre dans le Morvan. Pour revenir vivre dans le Morvan, il fallait trouver quelque chose. Et on est tombé... on a vécu quelques années en Corse. C'était merveilleux aussi. Et donc, on a rencontré un apiculteur. Et de là, voilà, on est devenu apiculteur. Et on en parlait aussi juste avant le plateau. Donc voilà, vous disiez que par rapport à la disparition des abeilles, ce que vous entendez souvent de la part des journalistes, vous êtes totalement contre ça. C'est-à-dire, non, je ne suis pas contre. Je trouve que quand même, les journalistes sont un petit peu annoncent du catastrophisme parce que ça se vend sûrement mieux, ce qui est complètement aberrant. Donc quand j'entends sur TF1 que tous les ans c'est catastrophique, on perd 30% de ruches, point. Oui, on perd 30% de ruches, mais ça ne veut pas dire que dans 3 ans, il n'y aura plus de ruches. Parce que les apiculteurs refont des essaims. Donc nous, par exemple, on se base sur, il nous faut 1000 ruches de production. Bon, on est plutôt sur 1200 à l'heure actuelle. Mais on sait qu'on table sur 20 à 30%. Alors, on table sur le maximum, on se dit 30%, ça fait 400 ruches de perte. 400 ruches, et on fait 500 essaims. Et on arrive à augmenter notre cheptel. Alors, ce que les journalistes ne disent pas, c'est qu'en fait, le mâle est arrivé en 1984. Donc, c'est quand même pas d'hier. 1984, et ça nous est arrivé avec le parasite, le varroa. Et le varroa, personne n'en parle. Voilà. Il y a une mauvaise année, c'est la pollution, les ruches sont... Les abeilles, il n'y en a plus. C'est clairement pas alarmant comme situation. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas que ce n'est pas alarmant. C'est difficile. C'est difficile à vivre pour un apiculteur. Maintenant, c'est plus aléatoire comme métier. Mais tout nous vient du varroa. Alors, le varroa, on arrive à maîtriser bon an, mal an, mais c'est depuis 84. Pourquoi depuis 84, on n'a pas sonné on n'a pas tiré l'alarme? Et ce qui se passe, c'est que les abeilles à l'état sauvage ne peuvent plus vivre. C'est ça le problème. Parce qu'au bout de 2 ans, les essaims sauvages seront tellement envahis de varroa qu'ils ne pourront pas vivre. Donc un essaim sauvage, effectivement, ça n'existe plus, on va dire. Alors on va quel côté aussi, dramatique sur le côté dramatique forcément qui existe. On va revenir aussi sur vos produits que vous proposez donc sur le salon d'agriculture. Présentez-nous un peu les produits justement qu'on peut retrouver sur votre stand. Alors du miel, bien sûr. Ça me paraît logique. Il y en a beaucoup. C'est assez logique. Un mur de miel. Donc nous on est en apiculture biologique. On a opté pour une apiculture extensive, c'est-à-dire on a beaucoup de ruches. Elles font un peu... On se débrouille avec elles. Chaque ruche produit la même quantité de miel? Non, bien sûr que non. Non, on a des fortes, on a des pas fortes, on a des faibles, on a des qu'il faut sauver, on a un tas de choses quand même. Hein. Donc voilà, mais on fait une moyenne. Voilà, il y a des bonnes années, il y a des mauvaises années. Et quand c'est une mauvaise année, dans ce cas-là, vous diversifiez un peu les produits? Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'en 84, il y a eu le varroa qui est arrivé et il y a eu aussi une catastrophe économique dans le sens où ça a été, paraît-il, le gros marché extérieur qu'on a obtenu avec les Chinois et c'était une vente de machines agricoles. Sauf qu'ils ont oublié de dire que l'État était payé en miel. Alors, autant vous dire que le cours du miel français a chuté terriblement. Et donc là, ça a remis beaucoup de choses en question. Donc on s'est dit, ce qu'on va faire... Non, du tout. J'étais en train de regarder vos produits justement et de m'intéresser sur le pain d'épices qui me perturbe. Il y a du miel dedans. C'est ça? C'est pain d'épices au miel. 70% de miel, oui. Ah oui. Oui. Ah oui, donc on doit bien le sentir. Voilà. Alors, je finis de répondre à la question de monsieur. C'est que, vu les difficultés qui s'amenaient sur l'apiculture, on s'est dit, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc, nous, on a opté pour avoir un gros laboratoire de transformation et de faire des produits à base de miel transformés.
Donc ça a été notre choix. D'autres apiculteurs se sont mis plutôt négociants, d'autres ont fait de la machine agricole, etc. Vous voyez. Donc, est-ce que votre miel ou vos produits sont labellisés pour terminer de présenter le produit? Labellisés, c'est-à-dire? Est-ce qu'il y a un label AOP? Est-ce qu'ils sont certifiés? Non, il n'y a pas en miel, il n'y a pas d'AOP. Nous, on est sous la marque Parc naturel du Morvan et on est surtout en apiculture biologique. Merci beaucoup, Merci Dominique, d'être venu pour présenter donc ce miel. On peut vous retrouver au pavillon numéro 3. Voilà, C'est le bien pavillon ça. Voilà. des produits. Allez, Merci M. beaucoup. Voilà, on a d'infos. Merci beaucoup Dominique, merci beaucoup Fafi Mohamed nous avoir proposé donc tous ces produits donc de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ça a l'air succulent. Donc voilà, tout ça sur le pavillon 3 donc du salon de l'agriculture. Vous commencez à le connaître, ce pavillon, celui avec tous les produits. Et justement dans 5 minutes, on va retrouver Alban Gamet de Saint-Germain qui est parti à la recherche des produits et qui va nous en proposer certains et qui va nous proposer aussi de faire une petite visite de ce pavillon 3. On pourra justement regarder beaucoup de choses. On pourra notamment parler de concaillottes. Voilà. Ah oui, la concoyote. Voilà, Et on voit avec plein de concoyote. variétés de concoyotes différentes. Exactement, donc il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir regarder grâce à Alban Gamet de Saint-Germain qui est parti en duplex, mais également Antoine Lermite qui nous proposera un autre produit de la région. Tout ça c'est dans quelques instants dans À Travers Champs, toujours au salon de l'agriculture. De retour dans À Travers Champs, toujours sur le studio du Siècle Vert. Dans quelques instants, on retrouvera Alban Gamet de Saint-Germain, toujours en duplex, toujours dans le salon de l'agriculture. Il va nous faire découvrir des stands. Il va essayer de nous faire une petite promenade assez sympathique et assez gustative. Et justement, en parlant de nourriture, on retrouve Antoine Lermite. Rebonjour Antoine, vous avez lâché le chat et vous êtes passé sur autre chose puisque vous êtes revenu accompagner encore. Exactement, je suis avec Marc Schneider de la maison Barbier qui est venu là encore avec quelques produits. Je sais pas si on les voit à l'image, mais pas n'importe quel produit. Bonjour Marc. Bonjour. Alors vous êtes producteur issu donc de Bourgogne-Franche-Comté, je vais y arriver. Oui, dans le département du Doubs. Voilà, exactement. Dans le Doubs, vous avez des produits médaillés, s'il vous plaît. Excusez du peu. Excusez du peu. Voilà, on a ici une saucisse de Montbéliard médaillée d'or en 2015 et une saucisse de Morteau, si je dis pas de bêtises, médaillée En 2017. En 2017. Médaillé de bronze, ouais, exactement. C'est écrit dessus. Voilà, c'est écrit dessus. Voilà, exactement. Comme Donc ça, on a quelques produits et la saucisse de Morteau, saucisse de Montbéliard, Marc, c'est les produits un peu phares que vous avez sur votre stand. Oui, nous sommes charcutiers depuis 1970. C'est Monsieur Barbier qui a commencé l'entreprise. Et j'ai repris cette entreprise avec mon épouse il y a 8 ans. Et 8 ans de présence au Salon de l'Agriculture pour présenter les produits franc-comtois et la saucisse de Morteau et Montbéliard qui sont faites chez nous, dans notre atelier. Alors, je sais, on en parlait tout à l'heure, je sais que c'est des produits qui ont plutôt du succès puisque l'année dernière, vous avez même carrément, vous me racontiez, été en rupture. Oui, samedi à 2h, il n'y avait plus rien du tout et malheureusement, on n'a pas eu la possibilité d'en rechercher. Donc on était là à regarder les gens et c'était sympathique aussi. C'est différent, c'est les échanges. Mais du coup, vous venez avec combien de pièces tous les ans pour on monte à peu près 700 kilos de saucisses. Ah oui, c'est pas des petites, il y a de quoi faire. petites quantités. Donc 700 kilos vendus en une semaine l'année dernière, Voilà, plutôt sympa comme bilan. c'était une belle année. Une belle année. Et alors vous avez donc de la saucisse de Morteau, de la saucisse de Montbéliard, mais pour avoir vu votre stand, j'ai eu faim. Pour avoir vu votre stand, vous ne vendez pas que ça du tout. Non, on vend aussi du jambon à l'os qu'on fume dans notre fumoir. Et puis aussi de la saucisse au chou et puis d'autres produits fumés comme le bacon et puis comme le Jésus de Morteau. Alors vous êtes, on faites partie de la maison Barbier, ça fait plus de 27 ans maintenant, 27 ans que la maison Barbier est au Salon de l'Agriculture. Vous, ça fait, c'est votre 8e année. Oui, c'est ça, ouais. 27 ans qu'on vient au salon et c'est notre 8e année. Et c'est en continuité de ce qu'il avait fait avant. Et c'est l'occasion de mettre vraiment à l'œuvre, de montrer le travail vraiment artisanal, le vrai travail traditionnel, pardon, c'est le mot que je cherchais, dans le Doubs aujourd'hui. Oui, parce que c'est vraiment c'est la saucisse la plus fabriquée en France. On fait à peu près 5000 tonnes de saucisses de Morteau réparties en 38 charcutiers. Et nous avons une association et une IGP sur ce produit-là. Ah oui, carrément. Et alors
C'est pas mal. Vous me racontiez aussi une petite histoire qui m'a fait rire, que j'avais envie de partager. C'est que vous êtes là donc depuis 8 ans, vous, et vous avez des clients que vous retrouvez chaque année. Vous avez des fidélités chaque année. Il y a des clients qui reviennent et qui viennent reprendre les mêmes produits. Et c'était vraiment un bonheur de retrouver ces anciens clients qui sont devenus certains des amis. Ah oui, c'est quand même gage de qualité en plus, c'est Voilà. génial. C'est une continuité. Mais c'est quoi qui fait toute la particularité de la saucisse de Morteau justement? C'est une saucisse qui a été mise en avant par la qualité gustative, déjà. Elle est faite avec quelle partie du cochon C'est cette de saucisse? l'épaule, Oui. bien sélectionnée, avec de la bardière pour la Morteau et puis de la gorge pour la Montbéliard. Et c'est vraiment sélectionné avec un cahier des charges qui est assez strict. Et j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de qualité qui est apportée au produit par le fumage que vous réalisez. Oui, voilà, donc on a un fumage comme vous voyez sur cette photo qui est un tué. C'est une grande cheminée Oui. où on met nos saucisses à fumer entre 38 et 48 heures. Et en fait, vous faites un feu et les saucisses restent au-dessus. Voilà, vous Comme avez ça. tout compris. Venez nous voir, mais c'est tout simple. On allume un feu en bas avec uniquement du résineux. C'est de la sciure de résineux qui fume tout doucement. Tout dépend du temps que l'on a, mais qui pendant 24 heures, qui nous donne une fumée régulière et qui fume nos produits. Et ça ajoute la force du goût en fait. C'est tout ça. Voilà, la maison Barbier que vous pouvez retrouver donc dans le hall 3, région Bourgogne-Franche-Comté, qui est là. Vous saurez quand vous êtes arrivé, les stands sont jaunes et noirs et vous sentirez aussi très vite quand vous arriverez On se repère à l'odeur. devant la maison Barbier. Et c'est le stand N140. Voilà. N140. N140 pour les précis. Merci beaucoup d'être venu pour présenter donc les produits médaillés qui sont présents depuis très longtemps sur Sangriculture avec vos clients habituels en plus, donc gage de qualité. Mais Hugo. est-ce que vous retentez la médaille cette année? Oui. Voilà. Tous Oui. les 2 ans, on retente la médaille et on le saura mardi. Vous êtes bien sûr Mardi, la bienvenue au stand. On fera une mardi belle à quelle heure dégustation. À quelle heure du coup Eh mardi ben, on va savoir ça vers 18h. Vers 18h. Du coup, on aura toutes les informations. On vous tiendra évidemment au courant. Merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite beaucoup de chance. Du coup, bon, on va pas dire le mot, mais bon, vous comprenez là où je veux en venir Bien sûr, merci. pour vos produits et pour la médaille. Merci à vous deux d'être venus. Merci à vous, Antoine Lermite. On vous retrouve merci à plus vous. tard pour d'autres produits encore. Plein de surprises. Avec plaisir. Je vous le disais, Alban Gamet de Saint-Germain va être avec nous oui. en duplex. Il s'amuse depuis le début du salon, donc depuis hier, à se promener dans tout le salon de l'agriculture et pour nous proposer donc des stands et des produits qu'on ne verra pas sur le plateau. Du coup, il va les chercher pour vous et pour nous. Il vous propose également des visites de ce salon de l'agriculture. Alban, est-ce que vous êtes avec nous, Alban? Non? Peut-être? Oui, on oui, l'entend. c'est- On l'entend, c'est déjà ça. Vous m'entendez? Alban, vous êtes où? Oui. Oui, Dimitri. Alors, je vous entends plus. Je vous C'est entends normal, plus. Donc, j'ai arrêté de parler. Il C'est est sur normal. notre stand. Très bien. Alors voilà, Dimitri, vous avez parlé de miel, vous avez parlé de la maison Barbier qui est juste à côté de nous. Eh bien, moi, je vous emmène dans la ville du Vieux-Charmont, à la fromagerie Lehmann, où je vais retrouver Thierry Lehmann, donc, qui a repris depuis 4 générations cette fromagerie. Alors Thierry, présentez-nous ce que vous faites et où est-ce qu'on peut vous retrouver. Alors, nous, on fabrique donc tout ce qui est la concoyote, donc des tomes, des yaourts, et ainsi de suite. Nous, on peut nous trouver donc sur le côté de Montbéliard, donc on est tout ici à la Franche-Comté. Et maintenant, on se retrouve dans toutes les crèmeries de France, en linéaire et ainsi de suite. Très bien. Et alors, la concaillotte, c'est quoi exactement? Alors, la concoyote, c'est un fromage donc qui est maigre, donc c'est du lait crémé qu'on fabrique, enfin qu'on fait un fromage et après on fond le fromage. Et est-ce qu'on peut en goûter? C'est ça la vraie question. On veut savoir ce que c'est, sachant qu'on rappelle que vous étiez avec nous l'année dernière. Vous êtes venu nous voir sur le plateau du siècle vert. Alors je vais goûter. Alors donc là c'est concaillotte nature. Très bien. Hop. On sent qu'il y a des privilégiés. Voilà, comme d'habitude, Alban qui se nourrit pendant que nous on travaille. C'est super bon. Je fais un métier très difficile. Voilà, on voit ça, Alban. On vous rappelle la mission, c'est de Je nous vous en le ramener redonne. aussi. Vous êtes Je pas vous le tout seul. redonne. Je vous remercie Thierry. On va continuer. Et là je vous emmène cette fois-ci pour des macarons. Des macarons où on va retrouver les macarons de Charlou avec
Donc Chantal, que vous allez pouvoir voir, les macarons de Charlot, pas loin de Avalon. Lisons Delo qui est derrière la caméra, voilà, qui peut montrer tous les macarons qu'on a ici. Ah ouais, tellement ça bon. donne faim. Ça donne faim. Alors Chantal pour l'instant est occupée, elle est occupée avec des clients. C'est normal. Mais j'ai goûté tout à l'heure les pêches de vigne, les macarons pêches de vigne. Si Lison Delo peut montrer. Ah, Chantal qui va nous faire goûter, regoûter les. Merci Chantal. Voilà. On reviendra vous voir Chantal. C'est super bon. C'est super bon. C'est Et un on vrai file. petit Et on assiette, file. en fait. Ça aussi. C'est Voilà, pour le dernier produit. un producteur qu'on avait rencontré l'année dernière qui était venu. C'est le bar à escargot. C'est l'escargot roulant à Cruzy-le-Châtel. Avec donc normalement Didier qui n'est pas là. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez juste nous présenter le principe de l'escargot roulant? L'escargot roulant, alors on est à un élevage d'escargots donc dans Lyon. Et donc l'escargot roulant, c'est un food truck tout simplement. Et on vend nos escargots en vente directe. Et on se déplace donc dans toutes les régions. Il y a le patron qui est juste là. Ah bah voilà, il y a Didier. Ah Didier. Denis, pardon. Denis, Denis. autant pour Ah moi. oui, d'accord. Denis. Et alors, est-ce que Rapidement, on peut Alban, goûter rapidement. un petit escargot? Voilà. Pendant que, alors je vais vous laisser le temps qu'on fasse chauffer. Denis, donc l'escargot, donc vous baladez dans toute la France. Ah bah même à l'étranger, moi. Dans toute l'Europe, il n'y a pas de problème. Et alors voilà, donc le temps de faire chauffer les quelques escargots, je sais pas si on a encore le temps. Vous entendez derrière, c'est la folie. Là, il y a une fanfare qui vient de se mettre à chanter, à danser. Le public est en train d'arriver vraiment en nombre sur le salon. Donc les stands, on est à quel stand là, Denis? Dans le hall 3, c'est le stand de la Bourgogne-Franche-Comté. C'est dans l'allée M. C'est l'allée M, voilà. Donc n'hésitez pas à venir. Là, les 3 stands que je vous ai montrés sont tous à côté. Venez, c'est super bon. Voilà, tout simplement. Merci Alban Gamet de Saint-Germain de nous avoir pu Et je vous dirai comment sont les escargots. Allez, vous nous ferez rêver avec les escargots, Alban Gamet de Saint-Germain. Merci beaucoup, on vous retrouve tout au long de l'émission pour d'autres produits aujourd'hui. Donc là, c'était Bourgogne-Franche-Comté, tout à l'heure ce sera Bretagne. Il va pouvoir nous faire rêver et on retrouve maintenant Alexandra. Des produits, enfin surtout. ramener, Oui, on quand attend même. depuis hier. On a faim, nous. Et Hugo Franceschi, vous allez maintenant pouvoir nous proposer de parler avec Alexandra Alexandra Delbo, pardon. Alexandra qui était déjà présente. Oui, hier et elle qui est nous présente, avait- c'est notre qui, scientifique à nous. C'est tout à fait ça, hein, comme tous les jours, nous la retrouvons puisque c'est notre experte en sciences agricoles. Et aujourd'hui, Alexandra va nous parler d'agriculture hors sol. Et pour cela, elle a ramené une invitée qui est donc Marie Fierce, fondatrice de l'entreprise Urban Leaf. Comment ça va ? Ça va très bien, bonjour Hugo. Alors, a-t-on encore besoin de terre pour faire pousser des plantes? Donc on va aujourd'hui voir un système qui s'affranchit de ce problème. Et je suis avec Marie Fierce. Bonjour. Donc vous êtes fondatrice d'Urban Leaf, qui est donc une société qui commercialise ces systèmes aquaponiques. Donc c'est le système qu'on voit ici. Donc c'est à mi-chemin entre l'aquaculture, qui est l'élevage de poissons, et l'hydroponie, qui est la culture de végétaux hors sol. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, c'est à mi-chemin, mais c'est en fait une combinaison de l'aquaculture et de l'hydroponie. Le principe, c'est d'élever des poissons, donc soit à très petite échelle, comme ici dans un aquarium, soit dans des bassins d'élevage où on peut faire de la truite, par exemple, et de les combiner avec une culture de plantes. Et l'idée, c'est d'amener l'eau de l'élevage de poissons aux plantes pour les arroser, mais aussi les fertiliser grâce aux déjections de poissons qui sont dissoutes dans l'eau. Et ensuite, en retour, les plantes vont filtrer cette eau et l'eau va revenir dans le bassin à poissons, purifiée des déjections des poissons. Alors ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait 3 acteurs, les poissons, les plantes et un 3e acteur que sont les bactéries. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle exact des bactéries ? Oui, tout à fait. Alors les bactéries, on ne les voit pas, mais elles sont très très importantes dans le cycle aquaponique parce que les poissons rejettent des déjections sous forme d'ammoniac et les plantes ne peuvent pas absorber de l'ammoniac et en plus c'est très toxique pour les poissons si ça s'accumule dans l'eau. Donc le rôle des bactéries, c'est de transformer cet ammoniac en nitrite, puis en nitrate, et les nitrates, eux, sont absorbables par les plantes et beaucoup moins toxiques pour les poissons, donc tout le monde est content.
Exactement, donc ça absorbe les nitrates, donc qui contiennent de l'azote, qui sont des nutriments qui sont essentiels au fonctionnement de la plante, et c'est en ça que ça remplace en fait la terre et les engrais, les fertilisants qu'on peut trouver dans la terre normalement en agriculture. Donc quel type de plantes on peut cultiver en aquaponie ? On peut cultiver une grande diversité de plantes. Alors nous, on s'attache effectivement, comme on fait de l'agriculture urbaine, à cultiver des plantes comestibles. Donc on fait beaucoup d'herbes aromatiques, du basilic, du persil, de la ciboulette. On cultive des fraises en aquaponie, on peut cultiver des tomates, des salades, voilà, une grande diversité. Et puis si on a un petit système comme ici, le Symbiome, et qu'on veut simplement faire de la décoration, eh ben on peut mettre comme ici des plantes ornementales. Et on peut faire des véritables fermes aquaponiques quand la taille des cultures est très très grande. Et ça permet aussi un gain de place et donc l'utilisation en agriculture urbaine. Voilà, le but de l'agriculture urbaine, c'est d'une part de sensibiliser les citadins à l'agriculture, donc de recréer un lien entre les consommateurs et les agriculteurs, mais aussi de préserver les terres agricoles pour qu'on puisse cultiver, en avoir assez. Et on sait que l'équivalent d'un département français disparaît tous les 7 ans en France en termes de surface agricole. Et donc l'agriculture urbaine permet de cultiver des fruits et des légumes de manière ultra locale sur des terrains qui ne sont pas destinés à l'agriculture, comme un terrain bitumé, une toiture, une façade d'immeuble. Donc on ne va pas nourrir la ville avec l'agriculture urbaine, mais au moins participer à la préservation des terres agricoles et à la production de fruits et légumes et pourquoi pas de poissons ultra locaux qui vont être consommés à quelques centaines de mètres de leur lieu de production. D'accord. Et le plus difficile alors pour mettre en place cette chose, c'est de trouver les bons paramètres entre les 3 acteurs, poissons, bactéries et plantes. C'est le plus difficile à mettre en place. Chez Urban Leaf, donc nous on est un bureau d'études spécialisé en agriculture urbaine et en particulier en aquaponie, et c'est notre métier de dimensionner des systèmes de production qui soient efficaces et qui allient effectivement la bonne quantité de poissons avec la bonne quantité de plantes et les bactéries qu'il faut pour que tout fonctionne correctement. Merci beaucoup Marie. Merci. Est-ce que Hugo, vous avez été séduit et vous avez envie d'installer ça chez vous ? Je suis très impressionné, effectivement, je suis séduit par ça. Par contre, c'est vrai qu'au début, aquaponie, je pensais qu'on allait peut-être faire du cheval dans l'eau, mais non, il a osé. Finalement, tant pis. Il a osé. Mais c'est vrai que oui, ça a l'air extraordinaire, et surtout le fait de pouvoir cultiver la terre sans la terre, tout simplement. C'est ça qui est. Et d'ailleurs, ça m'a quand même un petit peu retourné l'esprit, et du coup, c'est vrai que j'ai un peu faim maintenant, et je crois que justement, on va pouvoir en parler. Que vous êtes. Merci beaucoup, Alexandra Delbo, de nous avoir présenté donc, cette innovation. Merci d'être venue sur notre plateau donc, du studio du Siècle Vert. On va pouvoir enchaîner dans quelques instants avec la seconde région. On partira en Bretagne. Et donc, pour présenter la région, comme tout à l'heure, c'est Kevin l'héritier qui revient. Et vous allez donc aujourd'hui nous présenter la Bretagne. Totalement. La région Bretagne est donc composée de 4 départements. Et c'est une des rares régions à ne pas avoir fusionné avec une autre région lors de la réforme. Alors comme vous en doutez, les habitants de la région Bretagne sont tout simplement appelés les Bretons. Les Bretons. Évidemment, la Bretagne est aussi fortement marquée par une culture celtique. Il n'y a que dans la région nord-ouest de la France que la tradition gauloise, avec son parler et sa culture celtique, a réussi à survivre. Cette langue celtique et ce patrimoine culturel ont réussi à se maintenir jusqu'à nos jours. C'est ainsi que la Bretagne se trouve être, aujourd'hui encore, la plus grande région de culture celtique qui reste sur le continent européen. C'est quand même assez impressionnant. Et c'est même pas l'Irlande. Pardon ? C'est même pas l'Irlande. Non, bon, la Bretagne avant. Autant pour moi. Les Bretons, ils sont très fiers de leur identité. Il faut savoir que beaucoup de Bretons se sentent Bretons avant de se sentir Français. N'est-ce pas, Dimitri ? Oui. Et pour vous donner encore un exemple, la langue bretonne est enseignée désormais dans de nombreux établissements scolaires publics. Et donnez-nous quelques personnalités aussi très importantes de cette région. Une des personnalités importantes avec un mot littérature, c'est Jules Verne. L'écrivain est né à Nantes et c'est en 1868 que Jules Verne va racheter un bateau. Il va en faire son cabinet de travail et c'est dans ce bateau qu'il va travailler pendant 40 ans à ses voyages extraordinaires qui vont compter 68 volumes à la fin de sa vie. Après plusieurs échecs comme candidat à l'Académie française, dégoûté, il ne se présentera plus. Et pour les jeunes générations, on ne peut pas évoquer la Bretagne sans parler de
Nolwenn-Leroy, évidemment. En vérité, nous pourrions, mais s'il y a bien une chanteuse qui représente la Bretagne, il s'agit bien de Nolwenn-Leroy. La chanteuse, gagnante de la Star Academy en 2002, consacrera son 4e album à des reprises de chansons bretonnes, un vrai bijou. Cette année encore, agriculteurs, pêcheurs, chefs, cuisiniers et acteurs du tourisme seront au rendez-vous Hall 3 pour valoriser les talents et les produits de la région Bretagne. Voilà, donc pour tous les Bretons, rendez-vous dans le Hall 3. Merci Kevin l'héritier pour cette présentation sur la Bretagne. Toujours sur le studio du siècle vert, comme d'habitude, dans la Travers-Champ, on continue en Bretagne avec cette fois-ci Fafi Mohamed qui nous a rejoint et vous n'êtes pas venu seul puisque vous êtes accompagné de Guillaume. C'est ça, Guillaume Bapt, donc, qui tient une biscuiterie, si je puis dire, une biscuiterie donc, qui s'appelle le Goûter Bigoudin. Je vous laisse nous présenter un peu vos spécialités. Donc voilà, ce sont les galettes bretonnes aussi. Dites-nous. Bonjour à tout le monde. En fait, nous sommes deux amis qui avons racheté cette biscuiterie l'année dernière. Biscuiterie qui était déjà depuis 25 ans, qui faisait des très bons produits, qui sont tout faits à la main, sans aucune machine. Du beurre, de la farine, des œufs qui viennent du territoire. Il n'y a que le sucre qui ne vient pas de chez nous. Et puis bien sûr beaucoup d'amour. Et tout est fait là-bas, sur place, avec une équipe de 7 salariés. Et nous cherchons aujourd'hui à développer la visibilité de cette biscuiterie en dehors du pays bigoudin dont nous venons. Et c'est votre premier salon de l'agriculture? Alors, c'est notre premier salon en tant que Goûter Bigoudin, parce que j'ai beaucoup traîné moi ici dans d'autres activités professionnelles auparavant. Mais effectivement, le Goûter Bigoudin, c'est la première fois qu'on est au salon de l'agriculture. Et pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt? Vu que ça fait 1 an que vous avez racheté cette société, mais ça fait plus longtemps que vous faites des biscuits. Non, pas du tout. Moi, j'étais dans un autre métier auparavant. Ah, vous faisiez complètement autre chose? Complètement, voilà. Mon associé était DRH du groupe qui fait voler des avions en France. D'accord, avec un rien bleu à voir. rouge dessus. Ah oui, d'accord. Absolument rien à voir. Et voilà. Et moi, j'ai travaillé dans d'autres activités autour du gaspillage alimentaire depuis des années. C'est pour ça que j'ai beaucoup été présent au salon. Et pourquoi les biscuits? Pourquoi les biscuits? D'abord parce que ça sent bon. C'est vrai. Parce que, en fait, Parce que c'est bon aussi. C'est très bon. C'est très très bon. Parce qu'il y a un vrai problème en France qui est la reprise d'entreprise. Et vous avez plein d'entreprises qui meurent faute de repreneurs. Et nous, on s'est trouvé à un moment de notre vie en se disant on avait envie d'être utile, qui est un très beau mot, être utile, et on avait envie de faire revivre ces entreprises qui risquaient de fermer faute de repreneurs. Voilà, c'était donc un engagement aussi personnel. C'était l'idée de non pas investir, mais de s'investir en Bretagne. Montrez-nous justement un peu ces produits, ces gâteaux, ils sont faits avec quoi? Beaucoup d'amour. Oui, au-delà de l'amour, ça je m'en doute qu'il y a de l'amour. Alors, c'est très simple en fait, il n'y a aucun produit chimique, ni conservateur, ni colorant. Il y a juste du beurre, du sucre, de la farine et des œufs. Beaucoup de beurre. Beaucoup de beurre, je vous confirme. Mais le slogan, on l'assume, c'est il y a plus de beurre que de mal. Ah oui. Pas de problème, oui. on l'assume. Oui, donc ça, c'est colle vraiment bien, la galette traditionnelle que vous connaissez de votre enfance. Oui. Et puis, on développe de plus en plus de produits à base de sarrasin, farine, c'est voilà, ça de sarrasin. Alors, qui n'est donc pas une céréale, on est bien d'accord. Bien Avec sûr. la même famille que l'oseille. Le sarrasin, qui est donc toute notre gamme est bio. Et qui présente un avantage, c'est que le sarrasin est sans gluten. Et vous savez que le sans gluten est quelque chose qui est à la mode, qui correspond aussi à des attentes des consommateurs. Et donc nous développons de plus en plus de sans gluten. Pour les avoir goûtés, je vous préviens, ils sont excellents. Je les ai achetés hier, ils sont excellents. Ah, c'est bon à savoir. C'est vrai, c'est vrai. Très bon à savoir. Elle ne dit pas ça va faire plaisir, elle l'a non, vraiment je l'ai fait. vraiment acheté hier. Et du coup, donc on vous retrouve, on imagine qu'il y a d'autres produits. Pourquoi venir chez vous plutôt qu'aller chercher des palais bretons ou des biscuits chez le voisin? Alors malheureusement, il y a de moins en moins d'entreprises qui sont vraiment artisanales. En fait, la définition du terme artisanal n'est pas très claire. Et en fait, même un grand groupe qui fait tout avec des machines peut s'appeler biscuiterie artisanale. C'est un peu galvaudé comme définition. C'est un peu galvaudé. Il suffit qu'à un moment, il y ait une intervention humaine. Donc ça peut être de charger le camion, ça devient artisanal. Alors qu'en fait, il n'y avait rien d'artisanal dedans. Oui. Donc nous, on est sans doute un des derniers, un peu comme le village gaulois, les irréductibles, on est en Bretagne. Et donc on est un peu un des derniers, il y en a quelques-uns qui font à la main. Donc ça, je crois que c'est important de vouloir préserver le patrimoine, les compétences humaines, et puis évidemment de travailler qu'avec des produits locaux, puisque nous, les 3/4 des produits viennent vraiment du bassin de Pont-l'Abbé, quoi. Et voilà. Est-ce qu'il y a une certification pour ces biscuits? Alors non, il n'y a pas ça pas du de label. Tout. Non. Et même, moi, je demande à ce que le conseil général, ici le salon organise le concours général, concours général agricole. Un thème gâteau. Moi, j'ai gagné avec des soupes fraîches que je réalisais il y a quelques années ici, mais la catégorie gâteau n'est pas représentée. Ah, il n'y en a pas? Non. Et vous êtes situé où en Bretagne? Alors, on est un petit village qui s'appelle Plonéour-Lanverne.
si vous ne connaissez pas parfaitement la Bretagne, on touche Pont-l'Abbé. Donc Finistère Sud. Et on peut le dire, Savet An Penerbed, ce qui en breton veut dire fabriqué en Bretagne. En Finistère même. Et puis une biscuiterie artisanale sur place. Absolument. Donc on fabrique sur place, 7 salariés, on embauche des jeunes, beaucoup d'apprentissage, on croit beaucoup à l'apprentissage. Et puis on cherche à se développer, on va ouvrir une boutique à Nantes, on rentre dans du e-commerce dans quelques jours, chose qui n'existait pas. Bien sûr. Donc vous pourrez commander bientôt nos produits, ce qu'on appelle des lichouseries en breton, vous connaissez. Une lichouserie, c'est une douceur sucrée, quelque chose qui fait du bien. Voilà. Quelque chose qui fait du bien. Merci beaucoup Guillaume Babs. Merci à vous. Merci Fafi Mohamed pour cette présentation de produits toujours en Bretagne. Donc qui ont fait voyager les Bretons qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci beaucoup Fafi Mohamed et merci Guillaume Babs. Dans quelques instants, on retrouve à nouveau Antoine Lhermitte pour pouvoir nous proposer encore d'autres produits venant de Bretagne, mais aussi Alban Gabet de Saint-Germain qui continuera à nous faire saliver encore avec des produits en espérant qu'il nous ramène quelque chose. Enfin, on attend encore et toujours. Tout ça et bien plus encore, c'est dans 5 minutes, donc restez avec nous. A tout de suite. De retour sur le studio du siècle vert dans la Travers-Champ, on continue notre voyage à travers la Bretagne avec un autre produit. Et dans quelques instants, c'est Alban Gabet de Saint-Germain qui nous proposera encore un autre produit typiquement breton. Mais là, on retrouve de nouveau Antoine Lhermitte. Bonjour. Rebonjour Dimitri, rebonjour enfin, Hugo, rebonjour. Rebonjour. On va pas tous les faire. Voilà. Rebonjour à tous. On parle de produits typiques et de Bretagne. Forcément. Alors forcément, moi je suis allé dénicher. Je sais pas si on peut appeler ça une pépite, mais quelque chose quand même. Je suis avec Olivier Lallemand, qui vous êtes producteur de bière, la bière tarnaise, qu'on peut retrouver dans le hall 3, pareillement. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, et vous êtes producteur de bière dans le Finistère, et on disait que vous êtes producteur et également revendeur au niveau régional et national. Voilà, exactement. Donc la brasserie existe depuis maintenant 6 ans bientôt. Donc c'est notre 4e participation au Salon de l'Agriculture. Et nous sommes fiers de représenter notre belle région, notre département du Finistère. Quand on parle de Bretagne, on ne pense pas forcément à la bière en premier. Qu'est-ce qu'elle a de particulier justement cette bière bretonne? Alors, il faut savoir une chose, c'est que la Bretagne est un territoire de bière, c'est historique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bière, c'est une boisson de navigateur. Oui, on pense forcément quand on dit Bretagne, on pense tout de suite cidre ou chouchen. Voilà, on pense pas forcément bière en premier, c'est par là où je voulais en venir. Vous y connaissez vachement bien. Oui. Alors, il faut savoir qu'on a quand même l'un des plus gros festivals de France qui s'appelle Les Vieilles Charrues, on est présent là-bas aussi, et que c'est vraiment important pour nous de montrer nos produits par ces vecteurs de communication. Et donc on a vraiment tout un panel, on a une beauté de paysage, une culture très forte et aussi des moyens via la musique de présenter notre pays sans problème. Et est-ce que, comme le chouchen ou l'hydromel ou d'autres alcools qui peuvent venir de Bretagne, est-ce qu'il y a aussi des bières aromatisées? Est-ce que vous en faites? Alors non. C'est que de la bière Nous sommes plutôt partis sur des bières de type belge. Alors on a changé un petit peu parce que la tradition en Bretagne, c'est de la bière de type anglaise. Et donc on est parti plutôt sur le type belge. Et alors, on parlait d'un petit chiffre avant, qui me paraît intéressant. Ce chiffre est très intéressant. Intéressant à donner, puisque vous êtes donc présent sur le salon, dans le hall 3, où vous êtes là, où vous pouvez les rencontrer très facilement dans le hall 3 région Bretagne, et vous vendez également cette bière tarnaise, et vous en avez vendu un petit peu hier. Oui, alors hier, nous avons fait quasiment 500 litres de bière, 490 plus exactement, sur une journée. Donc, en une journée, et pour la première journée. Et pour la première bonne augure. Tout à fait. Il commence très bien votre salon de l'agriculture. C'est clair, il commence très bien. Et il commence plutôt bien même ce salon de l'agriculture. Vous pensez à peu près à liquider combien pendant tout ce salon? Là, si ça continue à ce rythme-là 2500, 3000 à peu près. Ah oui, c'est sympa. Ouais. Et on peut donc acheter des bières sur votre stand. La gamme de prix à peu près pour vos produits? Nous, on fait que du tirage pression cette année. Et aussi, on a un petit produit que nous avons créé et on est les premiers à l'avoir fait dans le Finistère. C'est de l'esprit de bière, de la bière qui est distillée. Ah. Ah oui, donc de plus en plus original. Et si on vous regarde aujourd'hui, qu'on ne peut pas se rendre au salon de l'agriculture ou qu'on y était hier et qu'on veut quand même vous retrouver ailleurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, nous avons notre site internet où vous avez tous les points de vente, notamment le comptoir irlandais partout en France. Nous avons un peu plus de 600 points de vente et www.trs.bzh. Naturellement. Vive la Bretagne. Et voilà. BZH pour Bretagne. Une dernière question peut-être, Hugo? Peut-être, oui, si cette bière, le degré d'alcool, est-ce que vous en faites des différents en fonction Oui,
Si on a envie de faire goûter, par exemple, à quelqu'un qui commence à s'initier à la bière. On va de 5 degrés pour l'ambré jusqu'à 9,5 parce qu'on fait des vieillissements fût de chêne. On est l'une des seules brasseries en France, la seule brasserie en France à être souterraine. On est vraiment sous terre. Donc je vous invite à aller sur notre site, comme je disais tout à l'heure, Terenez, T-E-R-E-N-E-Z, et on est sous terre et on fait visiter la brasserie. Alors moi j'ai une dernière question, c'est est-ce que vous participez ou comptez participer un jour à des concours par rapport à cette bière ici? Alors on a été médaillé plus d'une trentaine de fois, 2 fois au Centre d'agriculture, 2 fois en Belgique, aux États-Unis, au Japon, en France naturellement. Oui, on a été vraiment médaillé un peu partout. Ah, même au Japon, ils s'intéressent à la bière à ce point. On a été médaillé 4 fois, on a fait 2014, 2015, 2016, 2018. La Bretagne s'exporte. C'est génial. Ça rend les Bretons heureux. Merci beaucoup Olivier d'être venu sur ce plateau pour nous présenter, donc pour nous parler de vos produits. On vous retrouve donc au pavillon 3, région Bretagne évidemment. Vous voyez des tireuses, c'est eux. À quel numéro le stand? Alors c'est le D068. Voilà, D068 pour ceux qui veulent de la précision. C'est généralement celui qui est assez plein, puisque avec 490 litres de bière en une journée, c'est pas mal. On rappelle évidemment la consommation d'alcool, c'est avec modération, toujours. On n'oublie pas. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Antoine Lermite pour cette présentation donc, de produits. Merci. Antoine, on le dit depuis tout à l'heure, il y a Alban Gamet de Saint-Germain qui part en duplex. Tout à l'heure, il nous avait proposé 3 produits et en faux, il nous a ramené quelque chose. Il va nous ramener quelque chose. Voilà, il va nous ramener des produits. Surprise dans 5 minutes. Mais là, il est actuellement dans la région Bretagne en train de nous présenter un autre produit phare. On parle toujours d'alcool, évidemment, toujours à consommer avec modération. Je vous le répète, on parle de cidre. Alban, est-ce que vous êtes avec nous? Alban, oui, il est avec nous. On le voit. On parle de cidre, vous êtes en Bretagne. Oui, Dimitri, on est en Bretagne et on va parler de cidre. Je suis avec Didier à la Maison du Cidre. Alors Didier, présentez-nous votre activité. Oui, bonjour. Donc je suis producteur de cidre, des cidres, parce qu'on a plusieurs cidres. Du cidre doux, du cidre brut et le fameux Guilbic, l'appel rouge. Et donc on est producteur sur la presqu'île de Ruisse, au bord du golfe du Morbihan, depuis 3 générations. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est vous qui avez repris l'affaire familiale? Oui, avec mon frère. Et puis on a la 4e génération qui va nous servir un petit verre. Ah, très bien. On va déguster donc ce cidre. Alors c'est quoi là ce que vous nous faites boire? Alors là, c'est un cidre blanc, donc une seule variété de pommes qui s'appelle la Guilbic. C'est un cidre emblématique du Morbihan. Et on le prend facilement à l'apéritif au dessert. Et on le sert donc dans une flûte comme un champagne. On boit plus de cidre à la bolée. Pour nous, on dépoussière un peu l'image du cidre. Très bien. Et écoutez, on va goûter ça. Alban, vous êtes vraiment beaucoup trop chanceux. Vous avez réussi à prendre le bon rôle, Alban Gamet de Saint-Germain. On vous voit manger et boire toute la journée. Dites-nous comment il est ce cidre, Alban. Il est super bon, c'est très doux. Ça, ouais, c'est vraiment donc apéritif. Voilà, c'est même assez féminin, vous voyez, c'est pas âpre, il n'y a pas d'amertume, et c'est un cidre au plaisir. Voilà, j'en rebois un petit peu. On vous abandonne, je reviens finir mon verre tout à l'heure. On va enchaîner à la glace artisanale Éric Hélien. On voit qu'il y a du monde, de plus en plus de monde autour de vous. Il y a du monde, on se bouscule. Si Stéphanie, alors, est-ce que vous pouvez juste venir pour présenter les produits ou quelqu'un? J'ai pas l'impression que vous soyez super motivé. Non. Mais voilà, c'est des glaces donc du coup. Alors, pas comme produit. Bon, c'est des glaces, là ils sont un peu occupés en fait, il y a du monde. Mais voilà, on a des glaces aussi en Bretagne parce qu'il fait chaud, il fait beau. La Bretagne c'est une région ensoleillée. On le rappelle. Et on passe directement à la crêperie Moulin de Ronsin. Vous voyez, je commençais à m'inquiéter. Il y a du monde. Et avec Florence, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites? Nous représentons le Moulin de Ronsin qui est à Pleuhermel dans le Morbihan, avec du blé noir exclusivement cultivé en Bretagne et de la farine de froment, et également aussi cultivée en Bretagne. Donc aujourd'hui, là, vous faites des crêpes aussi bien pour les plats que pour les desserts. Voilà, galette avec la farine de sarrasin et la crêpe avec la farine de froment. Et est-ce qu'on peut goûter à une petite crêpe? Ce que vous voulez. Moi, je veux bien une crêpe, moi aussi. Alban, Alban, on veut bien des crêpes sur le plateau. Je vais prendre avec du Nutella. Voilà.
Alban, j'en veux bien une et Hugo Franceschi aussi, là. On commence à avoir faim à force de vous voir. Vous voulez... on commence un petit peu à avoir faim, là. On va essayer. Nutella, très bien. Votre mission, négocier 3 crêpes au Nutella, Alban. On va essayer. Je vais essayer de négocier. En tout cas, au pire, vous savez quoi? Je les goûte pour vous et je vous dis ce que j'en pense. Ou alors vous nous en achetez et vous les prenez pour nous aussi. Faut penser aux collègues, Alban. On peut faire ça, on en rediscutera. Non, c'est déjà tout vu, Alban. Je vais goûter ça, je vais tranquillement vous laisser continuer l'émission. Je vais goûter ça, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé après. Sachant que donc j'ai aussi un verre de cidre à terminer. Et voilà, la région Bretagne, donc c'est le pavillon 3, on est dans l'allée E. N'hésitez pas à venir, comme je vous dis, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'ambiance, il y a une bonne activité. Venez, vraiment, c'est délicieux, tout ce qu'on vous propose, c'est délicieux et les producteurs sont adorables. Voilà, bienvenue en Bretagne. Merci beaucoup Alban Gamet de Saint-Germain, vous êtes accompagné de Lison Delot. Voilà, exactement. Qui est le caméraman voilà, qui le suit partout. Il y en a qui ont de la chance quand même. Vraiment. Ils ont pris les bons rôles. Merci beaucoup Alban Gamet de Saint-Germain. On vous retrouvera plus tard dans l'émission pour d'autres produits encore aujourd'hui. Parce que je vous le rappelle que dans une deuxième partie d'émission, on va pouvoir partir en Italie avec d'autres produits. On va pouvoir encore voyager et avoir encore plus faim et soif. On retrouvera donc Alban Gamet de Saint-Germain un peu plus tard. Oui, notre reporter culinaire. Mais juste avant ça, nous aurons également un autre invité qui viendra sur le plateau donc du studio Siècle Vert, et il s'agit de Gérard Filoche qui était cofondateur de SOS Racisme et fondateur également de son propre mouvement politique qui s'appelle la Gauche démocratique et sociale. Alors il y aura donc pour l'interviewer Yanis Darras, Lucas Pierre et vous-même et moi-même, exactement Dimitri, et ensemble nous reviendrons sur l'état actuel des partis de gauche en France. Nous parlerons également bien évidemment d'agriculture et nous reviendrons aussi sur le déplacement d'Emmanuel Macron qui était hier durant toute la journée de 8h à 23h au Salon de l'Agriculture. Voilà, vous avez tout le programme de l'heure qui arrive. On part en Italie, on part avec Gérard Filoche. Beaucoup de produits, beaucoup de bonne humeur et surtout de la politique avec Yanis Darras, Hugo Franceschi et Lucas Pierre. Ça, c'est dans quelques instants, donc restez évidemment avec nous et continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag fréquence ESJ. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. De retour sur le studio du Siècle Vert, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, on commence cette deuxième partie d'émission avec notre invité Gérard Filoche. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur notre studio. Et aujourd'hui, c'est un plaisir. Voilà, Hugo Franceschi a changé de place et il va pouvoir vous poser des questions et notamment sur la venue d'Emmanuel Macron hier au Salon de l'Agriculture. Tout à fait, Emmanuel Macron qui est arrivé hier au Salon de l'Agriculture. C'était sa deuxième inauguration du salon en tant que chef de l'État et il faut dire qu'il a été plutôt bien accueilli par les agriculteurs, contrairement aux 2 années précédentes. Est-ce que, Gérard Filoche, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, sa politique est en train de porter ses fruits? Vous rigolez? Je veux dire, il est resté combien? 13 heures? 14 heures. 14 heures, mais il faut qu'il fasse ça pendant 8 jours pour remettre sa politique avec un peu de popularité. Ouais, quand je On m'a parlais dit de ça, qu'il était entouré de beaucoup de En Marche, tout ça a été bien pacifié et bien organisé. Il a fait mieux que l'année dernière. Mais en vérité, il a de popularité nulle part, cet homme. Regardez le débat qu'il anime. Grand débat. Il paraît qu'il y a 175 000 contributions. C'est moins que de manifestants chaque samedi depuis 3 mois avec les Gilets jaunes. Il avait annoncé 1 million de personnes pour participer à son grand débat. Je vous parle vraiment 175 000. je vous parle vraiment du fond de sa politique agricole, notamment sur la loi alimentation. Par exemple, il a obligé les grandes surfaces à arrêter les promotions abusives. Il a également aussi obligé les grandes surfaces à mieux rémunérer les producteurs. Peut-être qu'aujourd'hui, les producteurs ont voulu lui rendre, tout simplement. Écoutez, je veux bien qu'il s'occupe de la culture des fraises. Mais ce qu'on lui demande, c'est de s'occuper des salaires des gens. Parce que c'est ça les consommateurs qui font ou pas marcher les grandes surfaces. Et si aujourd'hui, il y a moins de consommateurs, c'est parce que les salaires sont trop bas. On a le salaire médian à 1 700 €. On a 14 millions de retraités, il y en a 50%, c'est-à-dire 7 millions, qui sont autour de 1 000 €. On a 9 millions de pauvres en dessous de 900 €. Rien ne peut marcher si on ne donne pas de l'argent à ceux qui travaillent. Et Macron, il vous parle de n'importe quoi. Mais précisément sur les agriculteurs, eux perçoivent des subventions. Mais ce qu'on lui demande tout de suite, c'est de s'occuper des gens qui travaillent, y compris des agriculteurs qui travaillent, monsieur. Parce que ceux qui se suicident, ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, c'est parce que justement, il n'y a pas de politique agricole commune, d'intervention et de modération suffisante, il n'y a pas de régulation, et tout va pour les gros et pas pour les petits agriculteurs. Et donc, le schéma Macron, c'est un seul personnage.
il faut donner en haut pour que ça ruisselle. Donc on va donner aux gros dans tous les cas. Et les petits, ils pourront toujours crever la bouche ouverte. Donc pour vous, en fait, cette loi alimentation, elle est beaucoup plus favorable aux grandes surfaces, aux grands industriels, plutôt qu'aux petits consommateurs. Excusez-moi, qu'est-ce qu'ils donnent à Carrefour, Auchan, le CICE maintenant, qui est passé sous forme de suppression de cotisation? Ils leur donnent des centaines de millions, alors qu'ils n'embauchent pas, ils suppriment des emplois en faisant qu'il n'y ait plus de caissières. Et donc la vérité de tout ça, quand il n'y a plus de caissières, c'est qu'il n'y a plus de consommateurs. Vous pouvez faire toutes les lois alimentation que vous voulez. Après, les gens n'ont pas d'argent pour pouvoir acheter de la bonne nourriture et ils n'ont pas d'argent pour pouvoir acheter des bonnes choses pour vivre. Mais pourtant, Gérard Filoche, il y a une société qui s'appelait IRI et qui a fait une étude comparative depuis cette loi de alimentation et elle est quand même arrivée au résultat que les prix n'ont pas augmenté et au contraire, ils ont baissé de 0,36%. Monsieur, vous croyez les indices de prix dans ce pays ? Les indices de prix sont calculés par le ministère chargé de la consommation à partir d'éléments qui sont la plupart du temps réfutables. Ils retiennent pour 6% dans le loyer. Personne ne paye 6% de son salaire en loyer. On est à 20%. Donc tout la calcul des prix est faussé. L'inflation l'année dernière, on s'attendait à ce qu'elle soit... Pour vous, le ministère ment là-dessus? Mais c'est les calculs des indices des prix qui sont faussés. Si vous mettez 10 volontairement, ils sont faussés? Ah bah ça, depuis 20 ans, 30 ans. Les syndicats, quand ils avaient le temps, ils faisaient un autre indice de prix, où il n'y avait pas 20 balles de ping-pong et où il n'y avait pas d'achat de 2 ordinateurs par mois. Mais quand vous faites un indice de prix valable avec la consommation dont vous parlez, avec une alimentation saine, alors l'indice des prix, il augmente. Sauf que ce n'est pas ce qui est retenu pour faire la moyenne de l'inflation. Donc pour vous, ce sont les consommateurs qui vont payer le prix fort. Mais l'année dernière, l'inflation réelle est probablement autour de 2,2%. Madame Pénicaud l'a arrêté à 1,5%, de façon à bloquer l'augmentation rattrapage du SMIC sur ce plan-là. Et vous ne pouvez pas avoir d'amélioration par aucune loi si vous n'augmentez pas les salaires. La question centrale de ce pays, dont M. Macron ne veut pas parler, il parle de n'importe quoi. Moi j'ai vu hier, il parlait à un brave homme que j'ai vu qui était âgé, qui était handicapé et qui pleurait. Mais enfin on n'est pas Saint-Louis pour guérir les écrouelles. C'est pas comme ça qu'on traite les gens avec des aumônes et en les embrassant. On paye normalement les allocations handicapées. Ce que le président avait l'air de dire sur cette vidéo, c'était que cet homme n'avait pas demandé tous les droits à la retraite qu'il pouvait demander. Mais bien entendu, les gens ne savent pas se battre pour avoir des primes d'activité ou des compléments de salaire. Dans ce cas-là, c'est le rôle de l'État, justement, de les accompagner. Non, d'abord les patrons. Excusez-moi, les salaires, c'est les patrons. C'est pas à Macron de décider s'il y a une prime à la fin de l'année ou pas. C'est d'ailleurs nouveau pour un libéral que de dire donner une prime. C'est les patrons qui doivent augmenter les salaires. Jamais les salaires n'ont été aussi bas. Jamais le travail a été aussi mal payé. Et donc après, ça se répercute sur les retraites. Et ça se répercute sur toutes les questions sociales, dont les handicapés, dont ceux qui sont dans des situations délicates et qui ne peuvent plus travailler. Mais au sujet de l'agriculture, pour le coup, c'est plus l'Union européenne qui dirige, qui prend les décisions. Donc au final, est-ce que pour le coup, Macron n'a pas été honnête? Mais elle tend à les prendre en faveur des grandes exploitations. Ce qu'il faut pour aider les agriculteurs, c'est aider la personne qui travaille. C'est pas aider l'exploitation à devenir plus grande, parce que là, vous aurez finalement des fermes-usines et vous aurez plus de petits exploitants. Mais par exemple, avec les subventions qu'obtiennent les agriculteurs. Les subventions, quand vous avez au-dessus de 200 000 litres de lait, vous arrêtez les subventions. Les subventions, c'est à ceux qui en ont besoin. Or, ils donnent les subventions pour l'essentiel à ceux qui n'en ont pas besoin. C'est-à-dire que ça aide aux concentrations, ça aide aux grosses exploitations, ça aide de façon absolument globale à ce que les gros deviennent gros et ce que les petits meurent. Est-ce que c'est pareil, avec le glyphosate? Dernière question, Hugo Franceschi. C'est toute la politique, de Macron. Dernière question, est-ce que c'est le même schéma avec le glyphosate aujourd'hui? Est-ce qu'on l'autorise pour les grands groupes industriels et au final, c'est nous qui subissons? C'est comme l'amiante. Pendant 30 ans, il y a eu 100 000 morts de l'amiante. Mais pourtant, le gouvernement a fait passer de 10 à 3 ans. C'était les grands bâtisseurs de Bouygues, Eiffage, Vinci, etc., qui en mettaient pas absolument partout. Et personne n'osait s'attaquer à eux sur l'amiante. Il a fallu attendre 30 ans pour le faire. Le glyphosate, c'est exactement comparable à l'affaire de l'amiante. L'a fait, il a réduit de 7 ans. Il fait rien du tout. Il avait promis, ou ça a été défendu, l'arrêt du glyphosate. Il n'y a aucune mesure, sauf de repousser les délais. C'est passé à 3 ans, de 10 ans à 3 ans. Tout de suite, l'amiante, vous savez ce que ça donnait comme mort? 3000 par an. Le glyphosate, qu'est-ce que ça donne en termes de cancer? Probablement des résultats de même heure. Alors vous dites 3 ans de plus, c'est 9000 morts de plus? Qu'est-ce qui va accepter ça? C'est comme quand on dit, attendez, je vais vous donner de l'argent dans les hôpitaux, dans un plan machin, alors que les gens ont la grippe et qu'ils meurent dans les couloirs, sur des lits, parce qu'ils n'ont pas de place dans les chambres.
On aura compris donc votre Merci, avis Gérard assez tranché, Gérard Filoche. Merci Hugo Franceschi pour cette partie d'interview justement sur l'actualité et la venue d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture hier. Gérard Filoche, on retrouve maintenant Lucas Pierre. Bonjour Lucas. Bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Alors, Gérard Filoche, vous avez été membre du Parti Socialiste de 1994 à 2018. L'année dernière, vous quittez donc un parti en pleine décomposition et on fait justement un point sur l'état du Parti Socialiste avec Lucas Pierre. Le Parti Socialiste redeviendra un grand parti le jour où quelqu'un à sa tête décidera de défendre les salariés. Ça, c'est ce que vous déclariez l'année dernière sur notre plateau, ici même. Est-ce que le nouveau chef du PS, Olivier Faure, aujourd'hui défend les salariés, Gérard Filoche ? Il n'en parle pas souvent. Il n'en parle pas assez. Cherchez le mot salarié dans ses interventions, déjà vous avez un souci. Oui. Parce que vous savez, les salariés, c'est 90% des actifs de ce pays. C'est ceux qui produisent toutes les richesses, toutes. Une entreprise sans salariés, c'est rien, c'est 0 plus 0, la tête à Toto. Et les salariés, c'est ceux qui produisent les richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. Quand on est socialiste, c'est d'abord à eux qu'on pense. C'est pas aux exploiteurs, on pense aux exploités. Donc Olivier Faure ne pense pas aux salariés aujourd'hui ? Je vous dis, étudiez ses discours. Moi, j'écoute, moi je lis, et je vois pas souvent parler d'augmentation de salaire. Je crois même pas qu'il l'ait fait. Je le vois pas souvent parler des retraites, alors que 7 millions de retraités sont à 1 000 euros. Et pourquoi il n'en parle pas ? Parce qu'il faut liquider le passif de Hollande. Dans l'histoire de la gauche, il y a un trio maudit. Hollande, Valls et Macron. C'est ceux qui tuent l'espoir que les électeurs de 2012 ont quand ils font passer la gauche au pouvoir et qu'ils écartent Sarkozy. Ils se disent on va faire quand même une redistribution des richesses. C'est plus possible de supporter une telle inégalité dans le pays. Pour passer au-delà de ça Hollande, il a trahi absolument tous nos espoirs. Il a fait le contraire de tout ce qu'on lui avait demandé dans le programme du Parti Socialiste. Et donc le résultat, c'est qu'il a perdu 7 élections, qu'il n'a même pas été capable de présenter son bilan. Il s'est défilé par la petite porte. Valls, qui a essayé à sa place, a été balayé largement. D'accord, mais alors... Et après, Macron a été mis au pouvoir. Alors là, c'est le pire. La cerise au gâteau, le récompense de la trahison, la fuite en avant vers le libéralisme et vers les riches et les multinationales, le CICE permanent. Mais pour en revenir au PS aujourd'hui, est-ce qu'Olivier Faure a été un bon choix finalement pour être à la tête du PS ? Moi, je n'ai pas choisi. Oui, ils ont empêché que je choisisse, puisque en vérité, ils ont fait un amendement de statut pour que je ne puisse pas déposer une motion sur le bilan de Hollande. C'est pour ça que je suis parti avec mes amis. Parce que si on ne peut plus débattre, moi quand je suis rentré dans le Parti Socialiste, c'était un grand parti. On pouvait y débattre, il était unitaire, il était majoritaire à gauche. Je suis parti quand j'ai pas pu empêcher qu'il soit minoritaire, qu'on puisse plus y débattre et qu'il ait divisé et cassé la gauche. Vous disiez aussi sur ce même plateau l'année dernière ne pas être inquiet pour l'avenir du PS, mais qu'il fallait que le parti change de ligne. Est-ce que c'est fait aujourd'hui ? Non. Non, pas du tout. Non. Écoutez, j'ai entendu seulement dans la bouche d'Olivier Faure, puisque vous le citiez, des éléments de critique un peu de la politique de Hollande, tardivement et après. J'ai même entendu, comment il s'appelle, j'ai toujours du mal avec son... Stéphane Le Foll, qui disait que la loi anti-travail, enfin la loi El Khomri, n'aurait peut-être pas été de fait. Mais moi je me suis battu contre cette loi à l'époque, ils voulaient me virer déjà pour ça. Comment ont-ils pu faire une loi qui casse un siècle de droit du travail ? Et donc il faut reconstruire le Code du travail. Et Macron a encore aggravé ça avec ses ordonnances. Maintenant le Code du travail français est un des plus mauvais codes en Europe. Le Code du travail allemand est devenu meilleur. Mais aujourd'hui, ça c'est Hollande-Macron. L'état du PS aujourd'hui, c'est quoi concrètement ? Sa nature définitive n'est pas tranchée. Est-ce qu'il va basculer comme un vieux parti ex-radical qui est de notable ? Je n'en sais rien. Ou est-ce qu'il va rejoindre la gauche et il va se radicaliser à nouveau un peu sur le plan du programme ? Ça, c'est pas moi qui le trancherai. Je dis seulement que s'il doit y avoir une unité de la gauche, il faudra qu'il fasse son choix. Par exemple, je suis pour une liste commune de la gauche aux élections européennes. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une unité de la gauche ? Bien sûr. Il le faut. Aujourd'hui, le résultat de l'éclatement provoqué par la politique de Hollande, le rejet de la politique de Hollande, fait qu'il doit y avoir 12 ou 13 groupes de gauche. L'éclatement, il vient aussi de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Oui, mais c'est la même chose. Macron-Hollande, c'est pareil. Hollande-Valls-Macron, c'est pareil. Et c'est leur politique qui a divisé la gauche. Donc maintenant, vous avez 12 groupes de gauche. Mais avec cet éclatement, justement, comment est-ce qu'un parti comme le PS peut se relever ? Est-ce que c'est possible qu'un parti comme ça se relève aujourd'hui ? Moi, ce que je vous verrai à l'ordre du jour, c'est un nouveau congrès constituant pour un nouveau grand parti de gauche, unitaire, pluraliste,
démocratique, avec des droits de tendance en son sein comme c'était avant, et de rassembler absolument tout le monde, de Mélenchon à Hamon, de Jadot à Roussel et moi. De rassembler absolument tout le monde. Vous accepteriez de vous rassembler avec toutes ces... moi, je ne milite que pour ça aujourd'hui. Parce que sinon, vous aurez aux élections européennes un paradoxe. C'est que Macron est groupuscularisé aujourd'hui dans le pays. Vous avez vu que la seule manif de soutien à Macron, c'était le 27 janvier dernier, là. Ils étaient 500, je crois. Comment ils appelaient ça? Et Charpe rouge, foulard rouge. Foulard rouge, oui. Foulard rouge, ils étaient 500 dans la rue. Ils criaient salaud de pauvre, salaud de pauvre, salaud de pauvre contre les gilets jaunes. Mais en vérité, Macron est très isolé. Je ne sais pas comment il va se sortir de là où il est. Mais donc, nous, en face, à gauche, il faut qu'il y ait une alternative. Et cette alternative, elle ne peut venir que de l'unité des 12 groupes dans un congrès qui permet de les fusionner. Et si on n'y arrive pas avant, au moins l'unité d'action. Parce que l'unité d'action, c'est pas la même chose que l'unité de pensée. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur tout pour faire une liste aux européennes sur 5 points contre la fraude fiscale, pour l'environnement, pour un SMIC européen, pour la transparence européenne et la démocratie, et pour l'accueil des migrants et l'ouverture au monde. Très bien, c'est entendu. Merci Gérard Filoche. Merci à vous Lucas Pierre, merci à vous Gérard Filoche d'avoir continué, d'avoir joué le jeu avec Lucas Pierre qui donc revenait sur le côté un peu parti socialiste. Que devient-il et qu'est-ce qu'on peut espérer justement de ce parti socialiste en France? Merci Lucas Pierre. On retrouve maintenant Yanis Darras. Yanis, bonjour. Bonjour Dimitri. On vous retrouve pour vous parler un petit peu de la PAC qui est un petit peu oubliée et qui refait surface maintenant, hein, après les déclarations du président de la République hier lors de sa venue au Salon de l'Agriculture. Vous en faites justement un point et un tour aujourd'hui. Bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Alors hier Emmanuel Macron, vous le savez, était en visite au Salon de l'Agriculture. Ah ben on le saura. Et il a déclaré justement que sans la PAC, donc la fameuse politique agricole commune, les consommateurs ne bénéficieraient pas justement d'une alimentation sûre et de qualité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ? Je vous le dis très nettement, s'il n'y a pas une nouvelle PAC qui régule, ça sera la concurrence sauvage, ça se fera à l'avantage des gros agriculteurs contre les petits et au désavantage des consommateurs. Et les prix augmenteront dans une guerre. La concurrence, ça ne fait pas baisser les prix, c'est une guerre. Concurrence égale guerre, compétitivité. On est déjà en guerre, non ? L'Europe est déjà en guerre contre, par exemple, la Russie ou encore le Brésil. Non, mais on parle des choses concrètes de notre sujet, là. L'ancienne PAC est écartée, une nouvelle PAC doit être discutée. Moi, je prône pour que les aides et les subventions aillent aux agriculteurs, à la personne, pas à l'exploitation. Ça a de grosses conséquences, ce que je dis là. C'est-à-dire que vous aidez ceux qui ont des petites exploitations, tous ceux qui produisent, à faire de la qualité et à pouvoir en vivre sans être acculés au suicide. Et si vous faites ça, alors vous aidez pas de la même façon les gros, semenciers, céréaliers, glyphosatiseurs, aujourd'hui, l'Europe, pour cette nouvelle PAC, doit repenser avant tout, doit favoriser avant tout les petits exploitants. Mais bien sûr. Parce que sinon, vous allez avoir des fermes-usines et au détriment de la qualité et au détriment de la vie de tout le monde, des humains comme des animaux. Et donc, vous aurez quelque chose de catastrophique si vous laissez la théorie du développement des grosses exploitations et si c'est elles que vous aidez au détriment des agriculteurs. Alors, est-ce qu'on peut dire, on a vu que l'Union est le premier marché mondial de production de blé, de céréales, etc. Mais pourtant, on continue d'importer du blé, notamment de Russie ou du Brésil. Est-ce qu'on est vraiment indépendant comme pourtant c'était le principe de la PAC? Ça, c'est le dérèglement du capitalisme libéral. On vous fait venir des produits qui viennent de l'autre bout du monde au lieu de respecter une souveraineté alimentaire qui est quand même essentielle. Tout le monde a compris qu'il fallait des circuits courts, produire sur place, et qu'un pays devait être souverain du point de vue de son alimentation, pas dépendant. Mais il n'y a pas que là-dessus. Il soit souvent aussi du point de vue des médicaments, etc. Et donc cette souveraineté alimentaire est en fait le fond des choses. Et donc il y a quelque chose à faire après. Le problème avec la PAC, c'est que ça regroupe les 28 pays de l'Union européenne, bientôt 27 quand la Grande-Bretagne partira. Oui. Et vous parlez de souveraineté. Donc comment est-ce qu'on doit créer une nouvelle PAC? Est-ce que la PAC aujourd'hui, elle est dépassée et on doit la repenser à une échelle plus nationale, plutôt qu'européenne? Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une PAC. Parce que sinon, ça sera la guerre, comme on disait à l'instant, ou ça sera la destruction de tout ce qui est régulé et progressiste et de toute avancée dans l'agriculture. Et donc, il en faut une. Alors maintenant, vous me dites, on va être 28, 27, est-ce qu'on peut le faire à 27? Je vais vous dire, quand un pays de la taille de la France veut, il n'y a aucune unanimité qui l'en empêchera.
C'est pas Malte, Chypre ou l'Estonie qui vous empêchez de faire une politique agricole correcte. Donc c'est à la France, bien plus qu'à la PAC, c'est à la France de décider d'appliquer une politique. C'est vrai pour l'agriculture comme pour le travail. Parce que vous avez, si vous mettez le SMIC à 1800 €, si vous mettez la semaine de travail à 32 heures, si vous mettez la retraite à 60 ans, tous mots d'ordre qui sont importants pour les agriculteurs. Hein. C'est-à-dire si vous leur permettez d'avoir une sécurité sociale, ils pourront prendre des congés et pas seulement être attachés à la ferme pendant toute l'année, 12 mois sur 12. La sécurité sociale, si vous faites qu'ils en aient une et qu'elle soit un système universel, pas basé sur des mutuelles chères et inaccessibles et qui se font la boue entre elles et qui augmentent les prix sans rembourser correctement, si vous avez un système de sécurité sociale universel, les agriculteurs en bénéficieront. Justement. Cette politique sociale-là est celle qui permet de sauvegarder et de relancer l'économie du pays pour l'industrie comme pour l'agriculture. C'est une politique qui tourne le dos à Macron. Macron, c'est le pire que nous puissions avoir aujourd'hui. Justement, la PAC, la nouvelle PAC qui est en train d'être pensée à Bruxelles, elle met plus en valeur une Europe sociale, une politique sociale. C'est vous justement, qui le dites. alors, juste je vais vous citer quelques objectifs. Je vois que ça nourrit plutôt les gros exploitants allemands. Je vais juste Yanis Darras rapidement. Quelques objectifs fixés par cette fameuse nouvelle PAC. Il y a notamment assurer un revenu correct aux agriculteurs, agir contre le réchauffement climatique ou enfin dynamiser les zones rurales. Alors en quelques mots, est-ce que cette nouvelle PAC peut enfin comprendre et répondre aux attentes des zones monsieur, rurales? Sur le réchauffement climatique, c'est un danger terrible pour l'humanité. Mais pour sauver la banquise, il faut d'abord nous sauver des banquiers. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est le système qui est le plus nocif pour l'environnement. Et donc ce qu'il faut, c'est une politique sociale réelle de répartition des richesses. Il ne faut pas que tout soit pour ceux qui consomment des yachts, pour ceux qui ont des trucs de golf, et pour ceux qui ont 20 villas différentes comme M. Carlos Ghosn dans l'ensemble du monde. C'est à cela qu'il faut s'en prendre pour répartir les richesses et avoir une politique qui fasse que chacun puisse vivre mieux dans son monde, dans sa ville et dans ses champs. Et le soulèvement des Gilets jaunes, que je trouve fabuleux alors qu'il est agressé partout. Le soulèvement des Gilets jaunes, il concerne si bien les agriculteurs que les ouvriers qui n'arrivent pas à survivre. Il dit à Macron, arrête toute ta politique. Tu as une mauvaise voie. Voilà. Et merci. Donc, participe de la redistribution des richesses à tous les niveaux, sur nos champs et dans nos usines. Ça sera le mot de la fin. Merci Gérard Filoche. Merci à vous Yanis Darras pour cette dernière partie d'interview. Merci à vous Gérard Filoche d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu aux questions donc de Yanis Darras, de Hugo Franceschi et de Lucas Pierre sur les différents thèmes, notamment l'agriculture et Emmanuel Macron. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous allez du coup faire un petit tour dans le salon du coup là cet après-midi. Ouais. Petite visite. Et bien on vous souhaite du coup une très bonne journée. Merci encore d'être venu Gérard Filoche sur le plateau du Studio Vert dans la Traverse-Champs. Merci à vous. Dans quelques instants, nous allons retrouver Yanis Darras avec Delphine Gay qui va nous présenter l'UIPP qui est un partenaire sur lequel nous sommes actuellement, qui nous aide pour ce salon de l'agriculture. Yanis Darras lui posera des questions et derrière on pourra présenter enfin le côté international du salon de l'agriculture en partant en Italie. Tout ça c'est dans quelques instants, restez avec nous. De retour dans la Traverse-Champs pour la dernière partie de l'émission. Et aujourd'hui, beaucoup de monde qui est revenu d'un coup. Déjà, Hugo Franceschi de retour. Oui. Yanis Darras aussi de retour. Et vous n'êtes pas venu seul sur ce plateau. Non, je suis avec Delphine Gay, juste ici présente. Juste Bonjour. ici. Voilà, qui est juste là. Delphine Gay, donc du coup, vous êtes actuellement en plein débat national. Le siècle vert lance un grand débat aussi sur les pesticides. Voilà, et donc du coup, Yanis Darras, vous êtes venu pour en parler avec Delphine. Voilà, exactement. Alors Delphine Gay, vous êtes donc directrice de la communication et des affaires publiques de l'Union des industries et de la protection des plantes. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors l'Union des industries de la protection des plantes regroupe toutes les entreprises qui produisent les fameux produits phytosanitaires ou les fameux pesticides qui permettent aux agriculteurs aujourd'hui de protéger leurs champs. Et nous fournissons ces produits à la fois pour l'agriculture biologique et conventionnelle, les deux. C'est-à-dire que toutes nos cultures en France subissent des agressions et il faut les protéger. Et ce sont nos entreprises qui produisent tous ces médicaments. Justement, on parle d'à peu près 10 000 bioagresseurs. Vos pesticides, ils arrivent à lutter
contre tous ces bioagresseurs? Non, parce qu'il n'y a pas que les pesticides comme outil de protection des plantes, et c'est vrai que cette information peut être moins connue. En effet, sur le territoire national, on considère qu'il y a à peu près environ 10 000 bioagresseurs, que ce soit des champignons, des insectes, tout un tas de parasites de nos plantes. Et aujourd'hui, les agriculteurs vont avoir plusieurs solutions à disposition. Ils ont tout d'abord de la génétique variétale, des variétés de maïs qui vont être plus ou moins résistantes à telle ou telle maladie. Donc la première chose, c'est le choix de la variété qui doit être adaptée à un terroir, à des résistances naturelles. Ensuite, vous avez le machinisme, tout ce qui est pulvérisation ou les outils d'aide à la décision, c'est-à-dire qu'un agriculteur ne va pas traiter tout le temps ou en préventif, non. Il va s'assurer qu'il y a un taux de pénétration suffisamment important d'insectes pour avoir besoin de traiter. Donc il y a ces outils qui lui permettent d'avoir une décision extrêmement précise et fine sur quel moment intervenir sur son champ. Ensuite, vous avez les produits, les fameux pesticides qui eux aussi interviennent avec des ciblages extrêmement précis. Vous avez des outils de biocontrôle. Biocontrôle, c'est-à-dire qu'on va utiliser par exemple des macro-organismes qui vont parasiter le parasite de la plante. Je ne sais pas si ça vous parle. Plus ou moins. Plus ou moins. Mais c'est assez complexe quand même. C'est très complexe, mais en fait, on a des insectes qui sont, on appelle des insectes auxiliaires. J'aime pas trop ce terme, mais c'est les alliés des agriculteurs. Par exemple, le maïs. Vous avez vu, on a un agriculteur, un maïsiculteur aujourd'hui sur ce stand du siècle vert, qui justement explique qu'aujourd'hui il y a la pyrale, c'est un insecte ravageur des champs de maïs. Ben, il veut utiliser les trichogrammes, c'est une petite guêpe, on va dire, qui va parasiter la larve de la pyrale. C'est un peu comme les coccinelles finalement voilà, dans nos jardins qui exactement, protègent les nos coccinelles cultures. et les faits pour tuer les pucerons qui ravagent nos rosiers. Voilà, c'est exactement ça. Alors, on l'a vu, c'est très complexe à utiliser les pesticides. Est-ce que vous accompagnez les agriculteurs justement dans la démarche, dans tout ce qui est pulvérisation, les risques sur la santé et aussi les précautions à prendre pour les pulvériser et pour la plante surtout? Alors vous avez tout à fait raison, les pesticides ce ne sont pas des produits anodins. Aujourd'hui la France et l'Europe a un cadre réglementaire extrêmement strict, c'est-à-dire que les agriculteurs doivent subir une formation et obtenir un certificat qui est le Certifito, de manière à ce qu'il ait une bonne information, parce que vous avez des doses, une posologie comme pour les médicaments. Donc l'agriculteur il sait quand, comment, à quelle quantité, c'est-à-dire que les substances actives qui sont utilisées dans ces produits phyto, eh bien il n'a pas le droit d'acheter plus de produits que ce nombre d'hectares qu'il a également qu'il cultive. Donc il y a tout un tas une réglementation déjà et un accompagnement des agriculteurs. Nous avons travaillé récemment, on a travaillé pour améliorer les équipements de protection. Vous avez peut-être vu des agriculteurs avec des combinaisons. Oui, exactement. Voilà. Alors ça peut faire peur, c'est vrai, des combinaisons, des gants, des masques, mais c'est de manière à réduire le risque pour l'utilisateur du produit. C'est-à-dire qu'on a des outils, notamment vous parliez des pulvérisateurs, mais à un moment donné, il faut bien mettre le produit dans le pulvérisateur. Et bien, figurez-vous qu'on a des nouveaux systèmes qui fait qu'aucune goutte ne peut s'échapper du bidon. On a ce genre d'outils. Donc on travaille sur les EPI, on a travaillé à avoir des matières qui sont moins chaudes dans les périodes du mois d'août quand vous devez intervenir dans votre champ, Des etc. pesticides qui peuvent s'adapter à la chaleur. Non. En quelque sorte. Non, c'est les équipements qui sont adaptés aux conditions climatiques de traitement des agriculteurs. Alors, vous nous le dites, c'est donc très dangereux pour la santé. Ça sera d'ailleurs peut-être... Non, j'ai pas dit c'est très dangereux. Ça peut être dangereux pour la santé en tout cas. Non, ce ne sont pas des produits anodins et il y a des précautions à prendre. Mais aujourd'hui, on a un cadre réglementaire européen le plus strict au monde qui justement permet de mettre sur le marché des produits qui ne sont pas dangereux pour l'homme. Et pourtant, ça ne suffit pas. Donc, dernière question. Pourtant, ça ne suffit pas, notamment auprès du grand public qui est inquiet. Je pense notamment au glyphosate. Voilà, le petit scandale qu'il y a autour du glyphosate. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, en quelques mots, imaginer une agriculture sans pesticides? Non. Voilà, en quelques mots. En quelques mots, ça a été fait en un seul mot. Mais on aura des approches plus combinées à l'avenir. On pourra en parler dans quelques instants puisque vous restez avec nous et Yanis Darras également. Vous restez. Hugo aussi, vous bougez pas. Restez à côté de moi. Rester oui, je vous autorise. Dans quelques instants, on va pouvoir retrouver de nouvelles questions et de nouvelles réponses sur ce sujet qui est quand même très important. On va pouvoir continuer d'en parler dans quelques instants. Merci à vous deux pour cette première partie. On retrouve notre envoyé spécial, très spécial même, puisqu'on parle de Alban Gamet de Saint-Germain.
Alban, est-ce que vous êtes avec nous, Alban? Allô. Voilà, ça fait plaisir d'entendre sa voix, c'est toujours rassurant. Notre reporter culinaire. Alban, notre reporter qui nous fait saliver tous les matins, qui va par manger et boire pour vous. Vous m'entendez ou pas? On vous entend, Alban, on vous entend. Eh bien, alors, impeccable. Je suis actuellement dans le pavillon 1, où on a toutes les bêtes en fait de ce stand. On peut retrouver vraiment toutes les bêtes, des vaches, des taureaux, des chèvres, des moutons, toutes les races en fait, bovines, ovines, porcines, et j'en oublie sans doute. C'est aussi dans ce stand que vous pouvez retrouver la vache égérie de cette année qui est imminente. Alors, on n'a pas réussi à avoir une interview avec elle parce qu'elle est très prise en ce moment. Voilà, on va essayer de voir avec son attaché de presse pour avoir un duplex tout simplement avec elle dans les jours qui viennent. Il y a encore le temps, on est encore là jusqu'au dimanche 3 mars. On arrivera à lui tirer quelques mots. Juste pour vous faire un petit tour de ce pavillon où vous allez pouvoir voir donc ces bêtes. Vraiment, le public aujourd'hui peut tout simplement toucher vraiment ces bêtes, les voir de près. C'est une très belle façon pour les producteurs, les agriculteurs de présenter en fait leurs produits, de discuter avec le public de leurs bêtes. Il y a aussi à ce pavillon un stand, le village des pros. Oui, dites-nous Alban. Vous m'entendez? Oui, on vous entend toujours. On boit vos paroles. On a donc à ce stand le village des pros où il y a les débats, ce qu'on appelle l'agri-débat. C'est là où il y a tous les débats en fait liés avec l'agriculture d'aujourd'hui. Je pense que c'est là où justement les politiques peuvent venir et discuter vraiment avec les agriculteurs. Donc un pavillon à venir voir. Et il y a aussi plein de stands. On va un peu se balader. On va vous montrer un peu les bêtes qu'on a. C'est assez impressionnant. Alban, à ce sujet-là, est-ce qu'il y a un atelier de traite des vaches au pavillon 1? Alors, absolument, on ne l'a pas trouvé. Je ne vous cache pas qu'il est très grand ce pavillon. On l'a pas trouvé, c'est un peu la course. Et puis là, il y a du monde un stand corse, si vous voulez, on peut aller les voir. C'est très bien. Non, le centre de traite, on l'a pas trouvé. Aussi, autre information, c'est dans ce pavillon qu'il va y avoir les prix et en fait les concours des bêtes qui vont être décernés. Le concours général agricole. Toutes les bêtes qui sont exposées ici sont notées par des professionnels. En fait, elles rentrent dans un concours, le concours agricole. Et donc, comme les produits, tout simplement, il y a des concours pour les produits, il y a aussi des concours pour les bêtes. Donc, ça sera à la plus belle bête, à la plus grosse. Voilà, il y a énormément de gens dans ce pavillon. Si Lison Bello peut un peu vous faire un panorama du monde qu'il y a. Pour voir le monde qui est actuellement dans le pavillon 1 donc du salon de l'agriculture. Merci beaucoup Alban Gamet de Saint-Germain de nous avoir fait visiter cette petite partie du pavillon 1 du salon de l'agriculture avec les vaches. Une toute petite partie, il est immense. Voilà. Venez, c'est aussi intéressant. On ne mange pas forcément, mais on en prend plein la vue. Merci Alban Gamet de Saint-Germain donc pour cette visite d'une toute petite partie du pavillon 1 où la vache égérie est présente. Vous pouvez aller regarder et vous pouvez aller voir des vaches de près comme Alban vient de le faire. Merci Alban donc pour ces défis et ces duplex quotidiens. On vous retrouve évidemment dès demain pour d'autres duplex, pour d'autres aventures dans À Travers Champs. Merci Alban. Retour avec vous, Delphine Gay et Yanis Darras, pour continuer justement cette discussion qui est aussi très importante sur l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Oui, et alors cette année, petite particularité, Delphine Gay, c'est que vous lancez un grand débat national autour des pesticides, de leur utilisation. Concrètement, comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? Alors tout d'abord, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de questionnements, ce qui est normal, et ce qui est plutôt positif, c'est qu'aujourd'hui le consommateur s'intéresse à l'agriculture française, donc je pense qu'il faut le saluer, mais qu'il y avait également beaucoup de questions, et beaucoup de questions légitimes autour de ces fameux pesticides, comme vous utilisez le mot fameux, j'aime beaucoup. Du coup, nos adhérents ont décidé de reprendre pied dans une communication directe vers le grand public. Nous, les clients de nos entreprises, ce sont les coopératives qui vont vendre ensuite ces produits aux agriculteurs. Mais il nous semblait important de ne pas laisser les agriculteurs, même s'ils ont les Français ont une bonne image des agriculteurs, il ne faut pas les laisser seuls. Ce ne sont pas des spécialistes
des scientifiques, des techniciens. Ils ont déjà beaucoup de travail et beaucoup d'explications sur leur métier. Donc on a décidé d'aller à côté des agriculteurs, en région, et surtout avec des maires. L'originalité de ce grand débat national, c'est que ce sont les maires qui nous ont contactés en nous disant, voilà, on a des administrés qui se posent beaucoup de questions sur les pesticides. Comment faire à la fois pour aider et recréer du lien entre les agriculteurs et nos administrés. Le problème, c'est que donc c'est un grand débat national qui fait partie justement du grand débat actuel. Parce qu'on a envie de traiter ce sujet. Mais qui malheureusement ne concerne qu'une petite partie de la population, la partie des Français qui vivent en zone rurale. Comment intéresser aussi les citadins qui, eux, sont vraiment déconnectés pour le coup du monde rural et donc aussi un peu de l'utilisation des pesticides? C'est vrai. Et c'est pour ça que le salon de l'agriculture, c'est un moment extrêmement important. Car c'est quand même un territoire de communication où nous avons plus de 600 000 visiteurs. Donc c'est pour ça que nous sommes présents aujourd'hui avec le Siècle Vert et ce plateau télé, mais également nos agriculteurs partenaires, les académiciens aussi de l'Académie d'agriculture qui sont partenaires pour expliquer, et nos entreprises pour expliquer, voilà, c'est quoi un pesticide, comment on le produit, quelle est la réglementation, comment les agriculteurs l'utilisent. Et je parle bien des pesticides utilisés en agriculture biologique et en agriculture conventionnelle. Est-ce que c'est aussi une bonne manière de se donner une image un peu plus verte, notamment pour des entreprises comme Monsanto par exemple, qui sont en plein scandale par rapport à certains pesticides qu'ils utilisent, qu'ils produisent? Merci de me poser cette question. Donc déjà, juste Monsanto, donc l'entreprise américaine a été rachetée par une entreprise européenne, ce qui est plutôt un bon signe de la dynamique agricole européenne. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions, de sujets, de débats autour de cette entreprise. Il faut savoir que les Américains n'ont pas le même cadre réglementaire que nous, n'ont pas la même démarche aussi. Nous avons en Europe le cadre réglementaire le plus strict au monde, et ce qui fait que on n'a pas la même, quelque part, on n'a pas la même réaction ou le même comportement à la fois des agriculteurs, des consommateurs et des élus que ce que nous pouvons avoir aux États-Unis. Donc on a eu trop tendance, à mon avis, à ramener le débat américain sur le territoire européen, alors que les questions ne sont pas les mêmes, les pratiques ne sont pas les mêmes, l'encadrement. Mais est-ce que l'inquiétude reste la même, par contre, aussi bien du côté des Américains que des Européens? Alors l'inquiétude, eh bien, on est partenaire d'un programme qui s'appelle, d'une plateforme de communication qui s'appelle AgriDemain, qui sont également présents sur le salon d'agriculture, où justement on s'est dit quelles sont les questions que se posent les Français aujourd'hui et quelles sont les questions qu'ils ont envie de poser aux agriculteurs. Et alors je vous demande à votre avis quelles sont ces questions. Est-ce que les pesticides font partie des... Eh ben non, du top 10, non. Les consommateurs ont plutôt envie les questions qu'ils se posent vont être sur les méthodes d'élevage, sur... la traçabilité peut-être de la traçabilité, surtout aussi. Est-ce que c'est dur d'être agriculteur? Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que le consommateur aujourd'hui se rend compte que nos agriculteurs ont c'est un métier extrêmement innovant, technique, très encadré, ce qui fait que le consommateur se demande comment ils arrivent encore aujourd'hui à être motivés par leur métier. C'est intéressant. C'est-à-dire que le consommateur ne se focalise pas sur certains débats que nous pouvons avoir dans certains cercles peut-être parisiens, comme les pesticides. C'est très intéressant et on publiera ces questions. Et justement, là, alors le slogan de ce grand débat, c'est pesticides et demain, je l'ai juste sous les yeux, voilà, sur la pancarte. Tout à fait. Et il y a écrit juste en dessous, ma contribution en 1 minute. Ça veut dire que le public peut lui aussi participer. Exactement, on invite tous les visiteurs du salon à nous laisser des contributions. Que pensez-vous des pesticides aujourd'hui et surtout qu'attendez-vous demain de ces pesticides? Plus de science, moins de pesticides, plus de pesticides, que sais-je. Et donc on invite tous les visiteurs du salon à venir contribuer à ce dialogue, car en 2020 nous reviendrons ici vous montrer les engagements de notre secteur suite à ce grand dialogue. Merci Delphine Gay. Le rendez-vous est pris. Merci Delphine Gay d'avoir répondu aux questions. Merci à Yanis Darras également d'avoir préparé cette interview. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations dans vos mains. À vous d'agir. Merci beaucoup. On vous retrouve évidemment tout au long du salon d'agriculture. Et vous aussi, Yanis Darras. On retrouve maintenant Hugo Franceschi. Il n'est plus là parce qu'il est avec Patrick Urban. Et oui, je me suis téléporté, Dimitri, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on parlait un peu de pesticides, on parlait un peu d'entretien des plantes, et c'est vrai que de plus en plus d'agriculteurs font appel à des entreprises qui fabriquent des outils technologiques pour les aider dans leur travail, notamment pour faciliter leur travail, mais aussi pour améliorer
la qualité des plantes. Et donc chaque jour, Patrick Urban, bonjour Patrick. Bonjour Hugo. Vous nous présentez justement ces technologies-là. Et puis surtout aujourd'hui, vous restez dans le thème, le même qu'hier, celui de la récolte des données avec des capteurs, c'est ça? Exactement mon cher Hugo. Hier je vous ai présenté un capteur au sol capable de fournir des données précises sur les informations d'une parcelle d'un agriculteur. Et aujourd'hui on reste dans le même thème comme vous l'avez dit, sauf qu'on prend un peu plus d'altitude, puisque ces mêmes capteurs, ils sont aussi intégrés dans des drones comme ici, évidemment. Et c'est ce que nous propose d'ailleurs Airinov. Et nous sommes en compagnie de Julien Guery, responsable innovation d'Airinov. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, la particularité de ce drone, c'est qu'il a un capteur, bien sûr, mais aussi c'est qu'il est capable de détecter les plantes malades. Comment il fait? Alors, plus précisément que les plantes malades, il est capable de donner un état de santé d'une culture. Par exemple, lorsqu'on survole un blé, on est capable de connaître le potentiel réel de ce blé, c'est-à-dire son potentiel en termes de matière sèche, et on est capable de savoir son azote absorbé, c'est-à-dire combien il a déjà reçu en termes de nutrition. Et nous, derrière Airinov, on va proposer un conseil aux agriculteurs, un conseil agronomique, où on va leur donner exactement la dose à rajouter pour obtenir le meilleur rendement et le meilleur taux de protéines dans leurs céréales. Le tout, c'est pour avoir un blé de qualité et un blé parfait, tout simplement. Alors, le meilleur blé qu'on peut avoir par rapport au potentiel réel de sa culture, c'est-à-dire qu'on vient réévaluer le besoin, comme on ferait avec un enfant. On connaît la courbe de croissance du blé, on sait à tel stade ce que ce blé doit avoir comme propriété, et donc on vient compléter l'information qu'a déjà l'agriculteur avec une observation qui est réalisée par ce drone. Donc l'observation, il survole la parcelle, le drone. En combien de temps il le fait? Quelles sont ses caractéristiques? Ce drone, il couvre à peu près 3 hectares par minute et il vole quasiment 1 heure. Donc on est sur une couverture qui est de l'ordre de 100 à 120 hectares. Le problème n'est pas d'avoir des grandes ou des petites parcelles, puisqu'on travaille par exemple énormément en Bretagne, où à ce moment-là, le drone va couvrir plusieurs petites parcelles au cours d'un même vol. D'accord. Et comment est venue cette idée finalement? Comment un jour vous vous êtes dit, bon je vais créer un drone tout simplement pour répertorier un peu, voir détecter les plantes malades? L'idée, elle revient à Romain Farou, notre fondateur, qui un jour, en revenant sur l'exploitation familiale, va faire le tour de plaine en quad, comme habituellement. Et en passant au bord des parcelles, il se dit, bon, il se passe forcément des choses dans cette parcelle, on manque forcément d'informations. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une information complète sur ce qui est en train de se passer sur cette parcelle de colza en l'occurrence. Et il commence à établir avec des partenaires à lui qui sont dans l'ingénierie, dans les systèmes embarqués, un capteur et un drone qui vont aller faire des images caractéristiques de la santé de la plante. À ce moment-là, il se rapproche de l'INRA pour développer quelque chose qui tient la route scientifiquement et qui en même temps parle aux agriculteurs. Et le premier drone a été conceptualisé dans une grange du Poitou en 2010, c'est bien ça? Alors entre 2010 et 2012, les premiers prototypes ils arrivent, et puis on industrialise tout ça à partir de 2014 avec cette forme où on a un drone complètement automatisé. Très bien, merci beaucoup d'être venu présent. Alors, sur quel pavillon est-ce qu'on peut vous retrouver, si on veut aller voir et en savoir un peu plus? Vous nous retrouvez sur la ferme digitale, donc pavillon 4, à côté des autres startups comme Winat ou comme Mimosa. A noter que la principale innovation de cette année, c'est qu'ils proposent de louer ces drones. D'accord, et bien pour les ETA noté. et pour les agriculteurs privés. Très bien, c'est noté pour les agriculteurs, on peut en acheter, on peut en louer. On vous remercie Patrick Urban pour cette nouvelle chronique high-tech. Voilà, le coup technologique maintenant, on le connaît, quand la technologie rencontre l'agriculture, assez magnifique. Alors, vive la technologie, on part maintenant, on retourne dans les produits, on va retourner dans les petits produits qui vont donner faim et qui vont donner soif surtout, et on retrouve, comme d'habitude, Kevin Laritier pour nous présenter justement ces régions et maintenant ce pays, et on part en Italie cette fois-ci. Vous allez nous présenter donc forcément un pays où on parle musique. L'Italie, forcément, musique, et on pense à Luciano Pavarotti, né en 1935 en Italie. Ce grand artiste lyrique nous a malheureusement quitté en 2007 à l'âge de 71 ans. Il est souvent cité comme le plus grand et le plus populaire chanteur d'opéra. Pour information, il a collaboré avec les plus grands, Mariah Carey, Sting, U2, Elton John ou encore Céline Dion. Il a chanté avec eux, rien que ça, forcément. Pavarotti a également mis sa popularité au service d'actions caritatives, à côté par exemple, de Michael Jackson qui a aussi fait pareil. Vous le savez Dimitri, chaque pays a connu ses dictateurs et périodes noires, et pour l'Italie ce fut Benito Mussolini.
Et vous le savez peut-être pas, mais avant d'être chef du gouvernement, il était journaliste. Forcément. Il deviendra ensuite ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères et président du Conseil des Italies. Il va se rapprocher d'Adolf Hitler, il va créer une collaboration avec lui. Les Alliés mettront fin à tout ça en 1943. Voilà, c'est assez froid comme actu quand même. C'est pas. Oui, c'est vrai que là, c'est plus joyeux. Est-ce que vous pouvez quand même parler d'une autre personnalité italienne? Oui, bien plus sûr. Sympathique. J'ai ce qu'il vous faut, quelque chose qui va vous faire plaisir. Monica Bellucci. Voilà. Ça c'est. Elle n'est pas en plateau avec nous, mais je l'ai au téléphone, elle vous embrasse, rassurez-vous, tout va bien. Mannequin et actrice, elle est née en Italie en 1964. Nous la connaissons dans de nombreux rôles dans des films tels que Spectre ou encore Astérix, Mission Cléopâtre. Vous l'avez forcément vu, j'en suis sûr. Oui, clairement. Mais l'Italie, c'est aussi et avant tout de la gastronomie, fromage, charcuterie, pâtes, pizza ou encore tiramisu. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur, ou sinon, évidemment, le salon de l'agriculture est là pour ça. Exactement. Merci beaucoup, Kevin L'Héritier, donc pour cette présentation de l'Italie avec ses personnalités et ses produits qu'on va pouvoir goûter dans quelques instants. Déjà présent l'an dernier sur notre plateau, Salvatore Lenzi. Bonjour. Bonjour à vous. Voilà, l'accent qui sont pour l'Italie. Et donc pour parler avec vous de vos produits que vous avez apportés sur ce plateau, on accueille Manon Blangis. Bonjour Manon. Bonjour, oui, alors Salvatore Lenzi, vous avez fondé Lenzi Tartufi en 2003, donc vous êtes producteur de truffes. Et vous nous avez ramené quelques produits, je vois. Alors présentez-nous un peu, qu'est-ce qu'on a là? Alors c'est 3 produits qui sont sortis cette année, de nouveaux produits qui sont sortis il y a quelques mois. Mais il marche déjà très bien. Comme ça on entend mieux. Comme ça on entend mieux parce que. Voilà. Et nous avons ici la bière à la truffe. De la bière à la truffe blanche, à la truffe noire. Ouais. En plus, nous avons une balsamique à la truffe blanche. C'est un balsamique de Modena, très connu en tout le monde. Le balsamique, c'est vraiment l'excellence de le pays de la cité de Modena. Et un produit qui se marie très bien avec le fromage, la fruite, banane, melon, pêche, et alors, la glace. C'est quoi la différence entre la truffe noire et la truffe blanche? Truffe noire, la truffe blanche, c'est le tuber magnatum pico, ou truffe blanche d'Alba, c'est la truffe plus connue. La truffe plus fine, plus elle a plus de goût, oui. Plus cher. Au monde, plus cher, oui. La plus rare. La plus rare, la plus connue en tout le monde. Ouais. Et justement, vu qu'on parle de prix, en termes, au niveau des prix plutôt, on est autour de combien à peu près? Par exemple, pour cette bière à la truffe noire. La bière, c'est 6 € la bière. D'accord. 6 €, une bière très originale, particulière. Donc au final, le prix de la truffe ne va pas forcément impacter beaucoup le produit fini, parce qu'on sait qu'une truffe, ça peut être un petit peu onéreux. Oui, dépend de la pourcentage de truffe qu'il y a à l'intérieur de le produit. Ça, oui, c'est un produit le plus bas. Il commence à 5-6 € jusqu'à arriver même à 200 €, dépend de la truffe blanche purée qu'il y a à l'intérieur. Ce monde de truffe blanche, oui, le prix c'est beaucoup plus cher. Ouais. Et c'est vous qui la cultivez ou vous faites juste la préparation Non, nous avons deux sociétés, une société de recherche de truffes, une société Azienda Agricola où nous faisons la production de la truffe et une Lenzi Tartufi SAS distribution de truffes. Et nous avons les deux, quindi la production et la commercialisation de ce produit. Avec une gamme très très grande, nous avons maintenant presque 70 produits différents avec la truffe blanche et noire. Oui, ils partent de la beurre, parmesan, la truffe blanche, de riz, polenta, pâte, huile. La gamme, c'est en Italie, nous et encore 2-3 sociétés, nous avons une gamme très très importante. Ouais. Il y a beaucoup de produits. Où est-ce qu'on peut vous trouver sur le salon de l'agriculture? On vous trouve où? On se trouve à la hall 5-2. 5-2, donc le hall 5 à l'étage du dessus. Deuxième étage, voilà. C'est l'espace italien. Voilà, l'espace italien avec des drapeaux partout, donc on reconnaît très vite. Et même à l'odeur aussi, on se repère extrêmement vite. Merci beaucoup Salvatore Lenzi pour cette présentation donc, des truffes et de bière à la truffe. Je pense qu'on ira faire un petit tour. Ah oui, clairement. Oui, c'est sûr, mais on le rappelle. Pour tout votre
ascoltatori, pour le monde qui vient à la foire, sur 3 produits achetés, nous avons un produit offert. En plus de ça. Ah, Voilà, bah, pour s'il y a des pour promotions. toutes les personnes qui viennent et qui viennent de notre part, voilà, vous Parfait. avez une promotion. Merci beaucoup, vous le retrouverez donc dans le pavillon 5.2 au 2e étage. Merci beaucoup Manon Blanchis. Merci à vous. Voilà, Merci. pour votre participation sur cette présentation de produits. On en a d'autres qui arrivent. Dans quelques instants, justement, on retrouvera Arnaud Joly pour nous préparer un autre produit, pour nous présenter quelque chose d'autre. Indice, c'est de l'alcool. Oui, et c'est très bon. Voilà, mais évidemment, on le rappelle, l'alcool toujours à consommer avec modération. Ça, on le dira jamais assez. Il faut évidemment continuer à consommer avec modération. Restez avec nous, vous pouvez continuer à réagir sur le hashtag le siècle vert sur Twitter ou sur notre Facebook Live de Fréquence ESG pour nous poser des questions ou même pour réagir. Vous n'hésitez pas, vous connaissez l'adresse. On se retrouve donc dans quelques instants avec du limoncello. De retour au siècle vert, toujours à travers champs. Et là, on est retourné en Italie. On y est resté, on n'a pas pu partir et on retrouve Arnaud Joly. Et vous êtes venu accompagner et puis il y a de l'alcool. Oui, bonjour. Nous sommes en direction de Sorrento, qui est une commune italienne de la province, à Naples, qui se trouve en Campanie. Et cette ville de Sorrento a une spécialité, c'est le limoncello. Et je suis avec un producteur de limoncello, Domenico Maresca. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le limoncello? Alors, le limoncello, c'est un liqueur à base de citron. La chose importante, c'est que les citrons sont tous certifiés IGP. Ça veut dire que ce n'est pas de pesticides. Nous avons une grande citronnière qui tout le temps nous fait la récolte et après je fais le limoncello. D'accord. Et de quoi elle est composée Elle est composée de quoi la limoncello? Pardon? Elle est composée de quoi la limoncello? Le limoncello c'est digestif à la base. Digestif, ouais. Après si vous mélangez avec le jus de fruits, c'est bon comme dessert, comme apéritif. Et donc vous êtes producteur de limoncello, mais vous l'êtes depuis combien de temps? Alors, dans 23 ans. 23 ans. Oui. Et vous êtes au salon depuis combien de temps? Dans 15 ans, oui. 15 ans, depuis Si. 1996. Et Ah, vous, c'est avez bon. vous m'avez dit que vous avez une petite entreprise familiale. Petite entreprise, ma femme, ma fille et moi. Oui. Et vous produisez tous les trois du limoncello? Tous les trois, oui, exactement. Oui. Et donc quand on produit du limoncello, il faut de la préparation. Et à peu près à quelle période on la prépare, le Alors, limoncello? les citrons, normalement, de décembre jusqu'à août, il y a beaucoup de citrons. Et la meilleure période, c'est mars-avril pour faire le limoncello. D'accord. Et oui, donc il y a aussi, vous n'avez pas que du limoncello, parce que vous avez aussi du baba au limoncello. Baba limoncello. On connaît nous le baba au rhum. Oui. Et on a aussi du baba au limoncello. Oui, sont des gâteaux imbibés dans le limoncello. C'est moins fort, c'est 12 degrés. Le limoncello, normalement, c'est 30 degrés. Et pour nous, non producteurs, est-ce que vous avez une recette pour que nous, on le reproduise chez nous? Alors, pour le limoncello, vous prenez 1 litre d'alcool de maïs, de céréales, 1 litre d'eau, vous mélangez avec le sucre, 500 grammes de sucre, et après 10 citrons, une infusion avec l'alcool. Râpez très très fine l'écorce de citron. Et est-ce que ça arrive parfois, parce que il y avait une petite polémique à Naples il y a quelques temps, au sujet des colorants qu'on rajoutait dans le limoncello. Exact. Et est-ce qu'il y a du colorant Non, dans celui-là? alors ceci, nous avons la certification de l'IGP. Celle-ci, c'est indication géographique protégée. Les citrons sont tous certifiés. Il n'y a pas de pesticides et pas de colorants. Per cui le monde fait très attention à les étiquettes. Très attention. Oui. On voit il y a plusieurs bouteilles. C'est quoi la différence, par exemple, entre la première bouteille qu'on voit ici et les deux autres en forme de... Non, c'est seulement C'est juste la forme de la bouteille qui change? La forme de la bouteille, oui, et la quantité, mais c'est le même produit. C'est la même chose, d'accord. Donc vous êtes dans le pavillon 5.2. Pavillon italien, alors 5.2. 5.2. Oui. Et une gamme de prix, par exemple, si on veut repartir avec la bouteille de limoncello, à peu près combien?
pour Alors 20 €, 70, 15 € la botte de l'Italie et 5 € la petite. D'accord. Donc il y en a pour toutes les bourses. Ok. Voilà, donc vous êtes au courant maintenant si vous voulez du limoncello. Pavillon 5.2, donc au deuxième étage du pavillon 5. Vous avez tout le stand italien avec à boire et à manger pour les curieux. Merci beaucoup d'être Merci venu à vous. sur Merci le à plateau. vous. On vous souhaite un bonne fin de salon puisqu'il ne fait que commencer, donc un bon salon d'agriculture. Merci à vous Arnaud Joly Merci à vous. d'avoir proposé donc ce produit. On vous retrouve tout au long de la semaine avec d'autres produits pour le salon de l'agriculture. Merci, au revoir. Pour finir ce salon d'agriculture, habituellement on retrouve Bastien Cochet, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour Hugo. Et à chaque fois, vous nous présentez donc le programme de la journée. Qu'est-ce qu'on peut faire au salon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour attaquer ce deuxième jour du Salon international de l'agriculture, je me suis dit qu'on pensait beaucoup aux animaux lorsqu'on disait Salon d'agriculture, mais beaucoup moins aux plantes, et notamment aux fleurs. Alors pour se rattraper, vous pourrez aller sur le pavillon 4, donc à quelques mètres de notre plateau, où à 16h, il y aura sur le stand d'Agrimaire la finale nationale de l'Oscar des jeunes fleuristes. À la clé, la possibilité de représenter la France sur les compétitions internationales. C'est pas rien. C'est pas rien, mais si quand même on préfère toujours aller voir les animaux. Hein, il y a un pavillon rempli d'animaux. Qu'est-ce que le salon propose aujourd'hui? Eh bien justement c'est dans le pavillon 1, là où il y a tous les concours généraux, et puis particulièrement sur le Grand Ring, puisque à partir de 14h30 aura lieu le concours général de la race charolaise. Vous savez, ce sont ces vaches qu'on trouve en Saône-et-Loire ou dans l'Allier, avec une chair qui est reconnue dans le monde entier. Et si, par exemple, vous préférez les porcs, ce sera à 17h30, où il y aura une présentation de toutes les races porcines d'appellation d'origine protégée à 17h30, cette fois-ci sur le ring porcin. Voilà, le ring porcin pour les porcs, c'est logique. Mais si on a un petit peu faim, quand même, c'est toujours sympa de manger un petit morceau au salon de l'agriculture. À force d'arpenter cet immense, justement, salon de l'agriculture à parc d'exposition de Porte de Versailles, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour manger? Eh oui, si vous n'avez pas été attendri par le concours général des Charolaises, eh ben, vous pourrez également toujours au pavillon 1, ce sera sur le stand 1H74 à 15h. Eh bien, il y aura un atelier cuisine, voilà, où vous pourrez cuisiner le bœuf, du bœuf fermier, du Maine, avec des patates douces et du poivre long. Ça donne très envie. Clairement, et comme hier, il y a aussi des activités pour les plus jeunes. Et oui, effectivement Dimitri, aujourd'hui de 16h à 17h, ce sera sur le stand des Hautes-Alpes, sur le pavillon 3, donc là où il y a toutes les régions, tous les départements qui sont présentés. Et là, ce sera un atelier avec la ferme Flouca, la découverte de la laine mérinos. Voilà, ce sera un petit atelier où on pourra faire des pompons, voilà, pour les enfants. Des pompons pour voilà, les enfants. Faire leurs propres petits pompons et en apprendre plus sur la tonte de la laine et le filage de la laine. Merci Bastien Cochet pour cette présentation, du coup, voilà, pour les grands et les petits, pour ceux qui ont faim et ceux qui veulent voir des animaux. On vous retrouve dès demain pour la présentation de la journée qui arrive également, comme d'habitude. Voilà. C'est la fin de l'émission, merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve dès demain à 10h, ce sera ni Hugo ni moi, mais ce seront Lucas Pierre et Camille Garcet qui vous présenteront toute la journée de demain de 10h à midi. En invité, ils pourront avoir la chance de recevoir Yannick Jadot sur ce même canapé, ainsi que Pierre Billon qui est l'ancien parolier de Johnny Hallyday. Tout ça, c'est demain matin de 10h à midi, donc soyez au rendez-vous sur Fréquence ESJ et sur toutes les radios partenaires. On se retrouve donc dès demain, 10h. Bonne journée au salon.